Bonsoir et bienvenue sur Miasme TV. Alors, ce soir, imaginez que nous soyons en 2030. Voilà. Qu'est-ce qu'on va devenir en 2030 ? Est-ce que 2030, ça sera un nouveau monde ? Est-ce que 2030, ça sera un nouveau 1984, hein, le roman de George Orwell. Voilà, et bien ce soir, c'est ce que nous allons essayer de déterminer avec notre invité Audrey Canso, qui viendra nous parler de son nouveau livre 2030, Odyssée d'un nouveau monde, tome 1, La Vague. Et puis avec Dino, on viendra aussi aborder cette attaque en ce moment des droits d'expression, la nouvelle loi de Macron par exemple sur les fake news, voilà, jusqu'où est-ce que ça va aller, est-ce qu'il va y avoir des dérives, et est-ce que finalement on arrivera à un Big Brother It's Watching You. C'est ce qu'on essaiera de déterminer ensemble. Puis bien sûr, vous aurez la présence de tous nos chroniqueurs ce soir. Voilà. Et puis sinon, un petit rappel, hein, n'oubliez pas de vous abonner et de vérifier si vous avez bien cliqué sur la petite cloche qui vous permettra de recevoir toutes les notifications de nos vidéos dès qu'elles sont en ligne. Au moins comme ça, vous serez sûr de n'en manquer aucune. Voilà. Allez, eh bien, installez-vous confortablement. On va retrouver nos invités et toute l'équipe de Miasme TV. Magnéto, Serge. Bonsoir et bienvenue dans ce 75e numéro de Miasme, le magazine d'information de l'actualité spirituelle, mystérieuse et étrange. Alors, ce soir, nous allons attaquer un nouveau sujet avec Dino. Ça va être celui des fake news, donc on l'abordera d'ici une poignée de secondes. Nous aurons aussi l'ensemble de nos chroniqueurs qui seront présents, Amel, Aurore, Lily et Philippe. Et notre invitée de la soirée sera une ancienne chroniqueuse d'ailleurs de Miasme TV, ancienne aussi animatrice de CTVM TV. Il s'agit d'Audrey Canso qui viendra nous présenter son ouvrage là, qui vient de sortir au mois de janvier. Et vous allez voir, c'est un très très bon roman d'anticipation. Et pas que, parce qu'elle passe beaucoup de messages à travers. Voilà. Eh bien, on va commencer par accueillir Dino. Salut Dino, comment ça va ? Salut Antoine, comment ça va ? Bah écoute, très très bien depuis donc 2 semaines hein, maintenant. Alors, sur le sujet de ce soir, on va parler des fake news, et plus particulièrement du projet de loi proposé par le gouvernement Macron pour pouvoir réprimander légalement sur les fake news, sur les chaînes qui feraient des fake news. Donc on va voir jusqu'où ça peut aller. Et est-ce qu'il y a un danger potentiel avec nos chaînes alternatives? C'est à partir du moment où nous on va parler par exemple d'OVNI, on va parler de vie après la mort, on va parler de médiumnité. À partir du moment où c'est pas quelque chose d'officiel, est-ce que ça devient une fake news? Donc est-ce que on va vivre un 1984 à la mode Macron? Voilà, c'est ce qu'on va essayer de débattre pendant une petite quinzaine de minutes avec Dino. Alors Dino, c'est quoi ce projet de loi? Déjà, moi j'ai envie de dire bienvenue au ministère de la vérité hein, de George Orwell, 1984 justement, parce que là c'est clairement la même approche et le même concept. C'est ça en début d'année, mais même en fait déjà depuis la fin d'année, on voit, on peut très bien rebondir avec les pouces rouges, cette vague en fait est dans les médias, et dans les gens, et dans le gouvernement, etc. Cette volonté de taire le politiquement incorrect, ou ce qui gêne, ou ce qui donne l'impression d'être débile, etc. On ne veut plus les écouter, on ne veut plus rien savoir d'eux. Il y a une doxa, un diktat, et c'est celui-là, et on doit le tenir. Et en fait, tout naturellement, janvier 2018, c'est le début des réflexions étatiques et gouvernementales. Et ils se posent la question, ils se disent qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour museler ces complotistes.
ce qu'il ne faut pas oublier, hein, c'est que l'État nous considère toujours comme soit des attardés ou soit des enfants. C'est-à-dire, on n'est pas capable de penser par nous-mêmes, on n'est pas capable de faire un jugement, etc. Et donc, beaucoup trop de gens pensent différemment de la doctrine de l'État, donc il va falloir y remédier. Entre autres, Monsieur Macron nous a sorti ce projet de loi là, donc sur les fake news. Alors pour l'instant, ce serait applicable uniquement en période de campagne électorale, mais enfin, vu comme la police de la pensée s'installe, ça va très vite, à mon avis, très vite se verser dans la dictature de l'idée, de l'idéologie, de la pensée, etc. C'est ça, c'est comme toute loi, ça part toujours d'un bon sentiment. Effectivement, pendant des élections électorales, il est presque normal de vouloir verrouiller un petit peu tout ce qui pourrait faire pencher la balance de façon illégale et malhonnête. Mais le risque, c'est le dérapage. Après, jusqu'où ça va aller quelle est la limite de considérer quelque chose qui est une fake news ou pas? Déjà, par essence, le simple fait de réfléchir de cette façon, c'est de se dire, c'est aberrant d'imaginer qu'on va payer ou rassembler un groupe de juges ou de gens qui vont se prétendre juges, qui vont analyser des informations, ils vont analyser des sites, et eux vont estimer que cette information est de mauvaise intention, ou cette information est fausse, ou cette information est destinée à manipuler la population. Donc en fait, ils vont simplement dicter arbitrairement, sans aucune fiabilité, en fait, sans aucune réalité des faits, genre, ça, c'est pas bon, ça, c'est bon, ça, vous ne les écoutez pas, eux, mais ça va aller loin, en fait, ça va même aller jusqu'à la fermeture totale et définitive du site ou du média en tant que tel. Alors, et des grosses peines d'amende aussi, il me semble. Ah oui, des peines d'amende. Alors, je pense qu'en grande partie, lui, Macron vise Sputnik News et une autre chaîne russe aussi, je ne sais plus laquelle. En tout cas, parce que lui, il est dans le parce que lui aussi, il est dans le complotisme, enfin, parce qu'il n'a aucune preuve que la Russie aurait comploté contre sa campagne et les campagnes électorales en France de 2017. Donc, monsieur berce dans la théorie du complot, mais il veut qu'on choisisse, enfin, il veut nous obliger à croire à telle théorie du complot ou telle autre théorie du complot. Et suite à ça, il y a un sondage qui est sorti, un sondage IFOP. C'était très pompeux, je trouvais, c'était mandaté par l'Institut Jean Jaurès et Conspiracy Watch, donc ça avait l'air sérieux tout ça. Et il y a le fameux chiffre qui revient souvent dans les sondages, du 79% des Français croient à au moins une théorie du complot. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que les premiers articles mainstream qui ont repris ça, notamment Libé, etc., parce que moi, je me considère comme un théoricien du complot, vu que je suis rentré dans les 79%, ils nous prennent pas au sérieux, ils se moquent de nous, ils nous prennent de haut. Ils font même des liens avec, parce que c'est vrai, en fait, dans l'OMS, il y a quelques années, avait sorti, en fait, une liste de nouvelles maladies mentales, et entre autres, il y avait le fait de se poser des questions, de remettre en question quelque chose qui est d'un l'ordre établi, c'est-à-dire, j'en sais rien, mais on va dire 1 + 1 = 2, si tu le remets en question, tu es malade mental. Voilà, entre guillemets. Et donc, ils s'en servaient, les médias, là, c'est ça qui m'avait un peu choqué, c'est qu'ils jouaient là-dessus. Alors, plus tu crois à des théories, si dans le tas, tu en as une, bon, tu es niveau 1 de la folie. Si tu en adhères à 3 ou 4 ou 5, ça monte en grade. Donc, c'est pour débiliser le raisonnement de ces gens-là et les rendre incompétents, incapables. Donc, en fait, il faut pas les mater, mais il faut les museler et les diriger et les reconditionner. Parce qu'en fait, c'est ça le problème. C'est que ça fait depuis quelques années que les Français se déconditionnent. Peut-être pas dans la majorité, parce qu'on voit encore que Macron a été élu, etc., que les gens sont encore allés voter en masse, même si les abstentions se sont faites de plus en plus nombreuses. Mais bon, donc 79% des Français sont idiots, d'après l'État et d'après les journalistes. Donc c'est nous, les pacifistes, parce que attention, les dirigeants font des guerres, les médias, les grands penseurs estampillés nouvel ordre mondial, eux peuvent aller se permettre d'aller faire des guerres à droite, à gauche. Mais nous, en tant que pacifistes, on déterre des lièvres et on se pose des questions. Et ça fait de nous des malades mentaux. C'est assez impressionnant. Ça s'appelle de l'inversion accusatoire, tout simplement. C'est de l'inversion accusatoire. Alors, sans aller dans le détail, je vais juste reprendre les points que eux, en fait, parce qu'en fait, c'est ça, le sondage, ils ont posé une dizaine de questions. Donc, par exemple, en vrac, les chemtrails.
C'est rigolo parce que tous les journalistes les journalistes qui ont repris l'information du sondage voient vraiment ça comme du fake news. Hein. C'est-à-dire une vue de l'esprit, c'est totalement faux. Sachant que c'est officiel, c'est-à-dire que le gouvernement américain et asiatique chinois ont reconnu par des déclarations utiliser des avions pour épandre des produits chimiques afin de faire de la pluie ou inversement, changer le climat. Ils l'ont reconnu, mais pour les médias, c'est du fake news. Daesh, Al-Qaïda, Al-Nosra, etc., ce serait donc logiquement les marionnettes des services secrets, des entreprises, des gros financiers des pays occidentaux. Et pour preuve, c'est encore officiel. On avait Fabius il y a quelques années qui disait qu'Al-Nosra faisait du bon boulot. Lafarge qui a reconnu il y a quelques temps encore qu'ils avaient participé au financement de Daesh. Vous avez aussi, c'était rigolo, alors moi ça m'a vraiment fait rire à l'époque quand c'est sorti l'information des avions de l'armée américaine qui avaient par erreur largué des armes dans les caches et les contingents d'Al-Qaïda. Alors ça, c'était vraiment risible. Les Américains, avec leur NASA, sont capables d'aller poser un module sur un autre module à des dizaines de milliers de kilomètres de distance, mais ça, ils sont pas capables d'envoyer un sac avec des armes au bon endroit. Ça, c'était assez étrange. C'est un stagiaire qui est aux commandes, c'est pas ça. Après, il y a le nouvel ordre mondial, le nouvel ordre order. Alors là, c'est New World Order, ça c'est du fake news totalement, c'est du complotisme totalement. Sauf que Bush père depuis 1991 n'a fait que le marteler. Sarkozy l'a repris dans ses campagnes en 2007, etc. Tout le monde en parle, et les politiciens eux-mêmes, c'est-à-dire les protagonistes eux-mêmes. Donc complot, je sais pas. Après, est-ce que c'est du fake news? Je pense pas. Quand eux-mêmes l'assument, ça devient la réalité. Et c'est ça que je trouve étrange, c'est-à-dire qu'on nous manipule même. Encore une fois, dans ces sondages, on nous sort que ces théories-là sont des complots, alors que la preuve en est, en cherchant 5 minutes, on trouve l'information officielle. C'est ça qui est assez impressionnant. C'est comme les attentats du 11 septembre. C'est des lits d'initiés qu'il y a eu avec les compagnies aériennes, avec les bâtiments qui ont été détruits, etc. Non, c'est des lits d'initiés là, c'est le hasard. C'est incroyable. Non, ils ont tout vendu au dernier moment, mais je sais pas, c'est l'air, ils le sentaient, ils avaient du nez, bien sûr. Qu'est-ce que je pourrais dire encore là-dessus? En plus, d'ailleurs, sur les attentats du 11 septembre, ce qui est assez impressionnant, c'est que la version officielle se base sur certains scientifiques qui la valident. C'est-à-dire d'autres scientifiques, au départ, tout aussi crédibles, qui vont dire l'inverse. Eux, non, eux, c'est des complotistes, c'est des menteurs, c'est des affabulateurs, etc., etc. Enfin, le complotisme à bon dos, c'est-à-dire qu'on va mélanger des théories, je ne dis pas qu'elles sont farfelues, mais peut-être plus farfelues que d'autres, mélanger les chercheurs, c'est-à-dire l'imbécile qui regarde la télé avec sa bière et qui dit ça c'est tous des conneries, avec le véritable scientifique ou chercheur de vérité, la personne qui passe des heures et des heures non-stop à décortiquer des informations, à les discuter, parler avec des gens, etc. Ils mettent tout dans le même sac et ils nous prennent vraiment pour des abrutis. D'ailleurs, c'est ça qu'ils veulent, nous tenir par la main et nous museler la bouche totalement. Quitte à même nous faire fermer nos médias, etc., avec leurs petits pouces rouges. Parce que moi, je pense, même si j'en ai pas de preuves, je pense clairement que tout ceci est organisé. Voilà, tout ceci, et c'est bizarre parce que tout ceci arrive en même temps. C'est ça qui est assez étrange, selon moi. C'est que les choses arrivent tout en même temps. Alors, je pense que ce 79%, je le remettrai en question parce que je suis intimement persuadé que c'est un nombre infime de personnes qui se posent réellement des questions. Pour continuer dans les médias, c'est-à-dire les merdias, ils reconnaissent que ils reconnaissent que c'est une théorie du complot de dire que les merdias sont à la solde des puissants. Alors je sais pas si justement le chiffre est trop haut ou s'il l'est pas suffisamment, parce que dans ces théories du complot, par exemple, ils mettent l'assassinat de JFK. Donc à partir du moment où tu penses que JFK n'a pas été assassiné par Lee Harvey Oswald et que tu ne crois pas à la théorie de la balle magique, tu es dans le complot. Donc tu vois, il y a plein de choses où maintenant on a quasi tous des certitudes. JFK, si y a encore quelqu'un qui est là pour démontrer qu'il n'a pas été... c'est pas un complot d'État son assassinat.
qu'il n'y a pas eu au moins 3 tireurs. Voilà, c'est vraiment de la mauvaise foi, il y a tellement de preuves. Mais non, à partir du moment, tu vois, où tant que c'est pas officiel, tu crois le contraire, t'es complotiste. Donc pour moi, le chiffre des Français qui croient dans la théorie des complots, il est pas loin de 100%, parce qu'on a tous, à un moment donné, une idée sur un événement qui s'est passé, et on n'est pas vraiment persuadé tu vois, qu'on ne raconte pas des bobards. Moi, il y avait un cas qui est moyennement connu, on va dire, tu sais, c'était le cas des 7 moines qui avaient été assassinés par des djihadistes en Algérie, c'était dans les années 80, et donc à cette époque, certains théoriciens du complot disaient non, ce ne sont pas des djihadistes qui ont fait ça. Bah, écoute, il n'y a pas très longtemps, il y a 1 an de ça, il y a France 2 qui a fait un documentaire où il démontre qu'effectivement, c'est les services secrets algériens qui avaient organisé le meurtre. Oui, mais les gens oublient. Frères, Les gens oublient. Surtout les gens qui ne sont pas d'accord avec les théories du complot. Les gens oublient. Mais pourtant, la version officielle, c'est toujours, malgré le fait que ça ait été démontré, c'est toujours des djihadistes qui ont perpétré ces décapitations de ses frères. Oui, parce que c'est la seule qui va rester dans l'histoire. Donc bon, et si on la change, on accepte. Puis on accepte de dévoiler la vérité. Donc non, il faut surtout pas changer, parce que ce petit paragraphe qu'il y aura dans un livre d'histoire, c'est celui-là qui va rester, et pas la réalité. Bien sûr. Donc on est tous complotistes. Oh oui. En réalité, on est tous complotistes. On ne peut pas ne pas être complotiste. Ou alors, il faut vraiment... faut presque vouloir ne rien entendre, ne rien voir, et des 3 petits singes. Mais j'ai du mal à saisir, à part cette volonté malsaine des gouvernants de nous museler, j'ai du mal à imaginer, parce que il y a toujours eu des complots depuis l'aube des temps, l'aube de l'humanité, et il y a toujours eu des gens pour aller chercher la petite bête, comme on dit, pour aller chercher le complot. Bon. Mais habituellement, on les prend pour des illuminés, c'est-à-dire ce qu'ils nous prennent, ils nous prennent pour des imbéciles heureux, en fait. Mais quand même, il faut nous faire taire. Habituellement, les gens qui sont hurluberlus ou un peu fous, on les laisse divaguer leurs bêtises dans leur coin, et puis on s'en occupe pas. Pourquoi spécialement depuis quelques mois on veut nous taper dessus? C'est bizarre. Peut-être parce que cette fois-ci c'est moins uberlubuesque que ce que ça l'était d'habitude. Je sais pas. Moi j'ai vraiment l'impression que c'est une volonté de brainwasher encore plus les Français, en fait, tout simplement, qui ne se rendent compte de rien et qui continuent à regarder leurs âneries à la télévision. Ça se passe qu'en France, tu penses? Non, mais c'est la France, c'est mon avis, j'ai l'impression que la France, c'est l'exemple parfait, en fait. De toute façon, on est toujours l'exemple parfait à chaque fois. Dans les sociétés, soit on est haï, soit on est adoré, mais on est toujours pris en exemple. Les Français sont toujours pris en exemple. À travers leur histoire, en fait, à travers les faits historiques, à travers leurs personnages, à travers leur littérature, à travers l'art, etc. Même si l'art, depuis facilement 150 ans en France, ça n'existe plus. L'art visuel, je parle, la peinture, etc. En tout cas, c'est mon avis. Mais je veux dire, la France a toujours été la grande sœur, en fait. De toute façon, c'est la grande sœur de l'Europe, c'est la grande sœur du christianisme. C'est celle qui commence les choses et qui les termine. Et c'est un symbole, en fait. La France qui va tomber dans quelques temps, c'est un symbole. Ça va permettre à tous les autres pays de faire tomber la populace, en fait. C'est mon avis. Et comme la France a été l'instigatrice de cette révolution républicaine de 1789, elle sera l'instigatrice d'un nouveau régime qui sera autre chose encore que la République. Ce sera la dictature totalitaire. Voilà. Et on s'y va, on y va doucement, doucement. Alors, oui, moi aussi, je peux encore passer pour un complotiste et un huluberlu, ou peut-être que je vais trop loin. Mais encore une fois, les étapes qui amènent à ça arrivent, elles sont là, les faits sont là, les choses se placent doucement, doucement, doucement. C'est encore aussi pour les vaccins. Alors là, je trouve ça assez impressionnant. 1 Français sur 2 qui pense reconnaître le fait que les gouvernants et les entreprises pharmaceutiques sont de mèche pour pouvoir refourguer leurs produits et affaiblir les populations. Voilà. Mais ça encore, ce serait du complotisme. Mais pourtant, il me semble que les cas de sclérose en plaques dus au vaccin contre l'hépatite B, c'est avéré. Ça y est, c'est prouvé. Je veux dire, scientifiquement, il y a eu des procès qui sont tombés, etc.
Je comprends pas pourquoi ce serait un fake news, cette histoire-là, que Big Pharma s'occupe de nous pendant que l'État fait juste les laisser faire. Je comprends pas. C'est comme les gens ont oublié pour le H1N1, Rosine Bachelot, qui à l'époque nous a acheté je ne sais pas combien de millions de vaccins contre cette maladie qui était incroyable, mortelle, etc. Ok, sauf qu'en vrai, dans les chiffres, il n'y a qu'une minorité de Français qui se sont fait vacciner et il n'y a personne qui est mort. Voilà, personne. Le problème, il est qu'il faut arrêter d'oublier, en fait. Il faut garder les informations qu'on a devant nous et en faire un chapelet, un medley. Et en fait, c'est qu'en défocusant et en regardant les choses de haut qu'on peut se donner une véritable idée de l'ampleur de la chose, en fait, et des étapes qui avancent petit à petit. En tout cas, c'est vraiment mon avis, mais c'est comme ça que je le vois, quoi. Pour l'épidémie de grippe H1N1, alors il y a eu des morts, mais c'était pas plus qu'une épidémie de grippe normale. C'est-à-dire que pas une pandémie. C'était pas une pandémie. Voilà. Non, mais autant le préciser, des fois qu'on nous dirait, qu'on nous accuserait de donner des informations. Des fois, on peut se tromper, mais bon. C'est vrai. Ça arrive, on n'est pas parfait. Après, en vrac, comme ça, il y avait 1 sur 3 des Français pensent que le sida a été fait en laboratoire, ou alors encore 1 personne sur 10 que la Terre est plate. Mais ce que je veux dire, alors ça, c'est toute conviction gardée, je veux dire, je me garde de donner un avis, mais il y a quand même une graduation, je pense, dans toutes ces théories et toutes ces idées, et de mettre tout ça dans le même sac, c'est vraiment très malsain et très mensonger et très manipulateur, parce que je vous mets au défi de chercher un véritable chercheur de vérité qui traite tous ces sujets-là en même temps. C'est impossible. Je veux dire, la personne qui va nous parler des chemtrails, elle va pas forcément nous parler de la Terre plate, ou elle va pas forcément nous parler du sida, ou etc., de Charlie Hebdo. Je veux dire, c'est très faux de mélanger tout ça, parce que c'est… Comment expliquer ? On est même avec nos dérives, parce que sur Internet, il y a des dérives. Je veux dire, si tout le monde a la parole, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont dire des choses peut-être moins crédibles que d'autres, mais on est toujours plus intègre qu'un dirigeant qui nous parle en face devant la télévision et qui nous raconte ses imbécilités. On est toujours plus intègre, même dans l'erreur, en fait. C'est encore un autre exemple sur les attentats de Charlie Hebdo. C'est 1 personne sur 5 en France qui serait censée penser que les attentats ont été commandités par les Occidentaux, par le gouvernement français. En plus, on nous les a vendus comme des soldats super préparés, les frères Kouachi, parce que quand on voit les vidéos, ils sont armés jusqu'aux dents, ils ont du matos, etc. Mais, alors ça aussi, c'est encore une chose assez incroyable, on retrouve leur identité dans leur voiture, des habits, des choses comme ça. D'ailleurs, moi, j'ai envie d'émettre une nouvelle idée. On devrait tous chercher, parler à des scientifiques, etc., pour se faire des nouveaux vêtements, des vêtements en peau de passeport. Parce que les vêtements en peau de passeport, je dis ça en rigolant, hein, mais je veux dire, le passeport, c'est magique. Je veux dire, tu le mets à des milliers de degrés, il est toujours là. Tu l'écrases, tu le coupes en petits morceaux, et non, lui, il va bien, tu peux le lire, tu peux regarder. Les journalistes, je pense, qui sont, comme je disais, à la solde de l'État, nous sortent que donc en fait les Français ont besoin de théories exceptionnelles, parce que face aux événements qui sont d'une ampleur incroyable et qui sont choquants, face à des événements chocs, on veut attribuer une théorie exceptionnelle. On veut une cause exceptionnelle, c'est ça que je veux dire. Et alors qu'en fait, la réalité, c'est que c'est simplement des dirigeants irresponsables et parfois même souvent complices qui agissent dans l'ombre, pas vraiment. En fait, avant, ils agissaient dans l'ombre, je trouve, et maintenant, plus ça va, moins ils ont besoin de se cacher, moins ils se cachent. C'est juste la novlangue qui masque tout ça. Les gens, ils se mélangent dans les sens des mots, etc. Et c'est rigolo d'imaginer qu'ils se plaignent, que les médias et le gouvernement se plaignent que toutes ces théories, en fait, tout le fait de remettre en question des choses, ça corrompt la jeunesse. Alors, je sais pas, j'ai même vu des messages sur Internet de pouces rougeux qui nous sortaient qu'ils n'imaginaient pas un monde dans lequel, enfin, qu'ils n'imaginaient pas le monde dans lequel on vit, en fait. C'est-à-dire que si on commence à croire dans ces théories du complot, ben, le monde, il faut l'écraser sous sa chaussure, quoi. Ce que je veux dire, c'est l'hypocrisie et l'imbécilité de certains qui ne passent même pas 5 minutes à essayer de réfléchir à une question simple
est-ce que les choses qu'on voit sont ce qu'elles sont et est-ce que les choses qu'on entend sont ce qu'elles sont? Je sais pas. C'est ça. La simple remise en question, c'est la base d'un être humain, je pense. C'est ça, c'est la base de la réflexion. On est tout à fait d'accord. Et ça se trouve, il y a des complots où on se fourvoie complètement, et puis il y en a d'autres qu'on n'a même pas imaginé. Voilà. Donc, tu vois, à partir de là. Mais c'est vrai que la véritable interrogation, c'est jusqu'où est-ce qu'on va aller pour museler? Est-ce qu'on a besoin de légiférer pour pouvoir empêcher des fake news? Bientôt, de toute manière, on va arriver à un Internet complètement privé, et puis on devra recommencer à s'envoyer des courriers papier pour pouvoir communiquer, parce que voilà, ça va être difficile de s'exprimer. On va rentrer en résistance pour de vrai, on n'aura pas le choix, ça sera ça. Ça me fait penser à beaucoup de scénarios SF ou d'anticipation, mais on en vient doucement. L'Empire et les rebelles, toujours ce genre de consensus, de confrontation. Ouais. En tout cas, heureusement qu'il y a aussi de l'espoir. Il y a des théories sur le nouveau monde qui naissent de là. Et entre autres, nous avons notre invité de ce soir qui en a écrit un livre dessus. Il s'agit d'Audrey Canso, que nous accueillons. Bonjour Audrey. Bonsoir. Salut. Dino, bonsoir Antoine, ça va bien? Oui, ça va, merci. Super. Eh bien, écoute, ça va super bien, on est très 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 content de te voir ce soir. Ça faisait, écoute, ça fait un pas petit loin moment. de 9-10 mois, hein, la dernière intervention sur la chaîne. Pour ceux qui auraient loupé les épisodes précédents, Audrey était chroniqueuse sur Miasme TV. Elle avait aussi son émission sur CTVM TV. Et puis, elle s'est lancée dans l'écriture d'un livre. Ça prend beaucoup de temps. Dans la création d'une société, ça prend aussi beaucoup de temps. Et du coup, voilà, son bébé a vu le jour début janvier. Ça s'appelle 2030 Odyssée d'un nouveau monde. C'est le tome 1. Et le tome 1 s'intitule La Vague. Ouais. Du coup, Audrey, c'est tome 1, ça signifie que derrière, il va en avoir 2 ou 3 qui vont suivre? Ouais, en fait, j'ai 10-15 tomes en tête, si tu veux. Parce que l'objet principal c'est un feuilleton, en fait. Hein, c'est vraiment un feuilleton. C'est de raconter la transition entre l'ancien monde, qui est encore le monde d'aujourd'hui, et le nouveau monde, c'est-à-dire ce monde-là vers lequel on tend, vers lequel on pourrait aller. Et ça va se faire de façon très progressive. Et il y a énormément d'informations, en fait, à faire passer. Et évidemment, le premier tome, c'est juste l'écume de la vague, en fait. Il s'appelle La Vague, mais il aurait pu s'appeler l'écume de la vague. Et il y en a, dans ma tête, en tous les cas, une bonne dizaine. Après, je ne sais pas si je les écrirai tous. Je me tâte aussi, alors on va voir en fonction de ce qui se passe, mais pour peut-être écrire les suivants à plusieurs. Parce que si tu veux, c'est un travail qui est énorme. Et moi, j'ai fait le maximum de ce que j'ai pu faire dans le temps qui m'a été imparti, et voilà, et c'était extraordinaire, mais je crois que ce projet gagnerait, en fait, un peu comme dans un pool d'auteurs, parce que je suis scénariste par ailleurs, et j'ai déjà travaillé dans des pools d'auteurs de scénaristes pour des séries, et c'est vrai que ça présente beaucoup d'avantages, et on vit avec cette idée qu'un roman s'écrit seul. Et en fait, non, on peut très bien être plusieurs à écrire un roman, à condition qu'il y ait un travail de lissage après sur l'écriture. Mais ça peut être vraiment génial d'être une équipe pour faire toutes les recherches, pour faire du brainstorming. Alors, j'ai brainstormé sur ce livre, mais plutôt dans une partie finale, c'est-à-dire quand j'ai commencé à le faire lire à des amis, à des chercheurs, etc. Mais pour les prochains tomes, j'aimerais avoir une équipe carrément tout de suite, tu vois, pour pouvoir... en restant peut-être le chef d'équipe, entre guillemets. Mais c'est vraiment ce que je vois. Et puis, c'est vrai que le travail d'écriture, il est très solitaire. C'est pas toujours facile. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles j'aimerais bien basculer vers un autre type d'écriture romanesque. Puis comme c'est un feuilleton, ça s'y prête, en fait. Parce qu'il y a beaucoup d'intrigues. Il va y avoir de plus en plus de personnages. On va sur quelque chose... on va sur quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la saga, qui va très loin dans l'espace, très loin dans le temps. Donc, c'est une ingénierie immense. Donc, il faut plusieurs personnes. Moi, je peux avoir la vue d'ensemble,
Mais voilà, c'est ce que j'ai en tête. Après, peut-être que je continuerai d'écrire toute seule. Parce qu'une équipe, il faut la payer, il faut aussi qu'il y ait derrière toute l'infrastructure, tu vois. Hein, donc, c'est ça. Mais c'est ce à quoi je pense aujourd'hui. Alors, pour bien se remettre dans le contexte, en réalité, la première fois que tu es intervenu sur Miasme TV, c'était pour la 9e rencontre hors du commun, le 4 novembre 2016. Donc, tu vois, ça commence à dater. Et justement, cette rencontre hors du commun, on l'avait nommée le Nouveau Monde. Voilà. Donc, c'est vraiment une idée que tu as en toi qui macère depuis très très longtemps. À l'époque, pendant une heure et quart, tu avais tenté de nous expliquer un petit peu cette vision du Nouveau Monde. Et puis, finalement, la meilleure façon de faire passer ce message, tu as décidé de la faire passer à travers un roman. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment un roman, mais dans lequel tu vas y intégrer toutes ces notions de Nouveau Monde. C'est sous couvert, si tu veux, d'un divertissement, parce qu'il y a quelque chose de très... il y a de l'humour, il y a une histoire d'amour, c'est vraiment un divertissement d'anticipation, puisque donc ça se passe en 2030 à Paris. Mais sous couvert de cela, c'est surtout une façon de passer des informations. Et je l'ai vraiment conçu presque comme un outil d'éducation populaire. C'est-à-dire que l'idée, c'est, j'ai commencé déjà à faire des conférences et je vais en faire de plus en plus à partir du mois de mars. C'est vraiment de prendre ce texte comme support pour faire des débats, pour soulever, je sais pas, par exemple, la question des transports, parce qu'elle est assez présente dans mon roman, la question de l'éducation, la question des startups, la question de la dette, parce que l'économie, c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Et dans le roman, il y a toute une scène de dîner où les gens, en fait, s'engueulent parce qu'ils sont pas d'accord sur qu'est-ce qui explique la dette. Alors, en plus, la dette en 2030, elle est encore pire que celle de maintenant. Donc, il y a des trentenaires qui essayent d'expliquer à Pierrette qui a 95 ans que non, qu'il n'y a pas l'équivalence en or par rapport à la monnaie fiduciaire, etc. Et c'est vraiment l'un des motifs principaux, pour lesquels j'ai écrit ce roman. C'est vraiment pour faire passer des informations, mais d'une façon qui soit digeste, d'une façon qui soit, je l'ai fait passer petit à petit. Il va vraiment y avoir une montée en puissance, c'est-à-dire que on est globalement, le personnage principal, c'est l'invisible. Ce que je te propose, Audrey, c'est que Dino nous lise le pitch, comme ça on va vraiment bien rentrer dans l'idée du roman. Lou, la plus grande de toutes les guerres, est une guerre d'information. Elle se déroule à notre insu, dans l'invisible et le silence. Tous les efforts doivent être consacrés à cette lutte qui occupera ce siècle et les siècles à venir. Il y a ceux qui savent et les autres. Le pouvoir est entre les mains de ceux qui maîtrisent la tectonique de l'invisible. Automne 2030. Paris suffoque sous la canicule et la menace des guérillas urbaines. Lou, 33 ans, virevolte entre ses tribulations de scénariste, son amour naissant pour Sacha, futur astronaute, et d'étranges rêves diurnes, laissant les médecins démunis. Un jour, elle rencontre un robot qui l'initie à la multidimensionnalité de l'univers. Elle découvre alors les coulisses du réel et des futurs qui s'y fomentent, parmi lesquels la vague, un mystérieux mouvement dont on ignore les initiateurs. C'est le point de départ de l'exploration du dernier espace que l'homme n'a pas encore conquis après les mers, les terres et les airs, celui de l'invisible, celui de 99% de ce qui existe, celui de la conscience. Une odyssée aux confins du cosmos, aux confins d'elle-même. Mais en fait, qui est Lou? C'est le personnage principal? Oui, alors voilà, Lou, c'est le personnage principal, donc qui a 33 ans. Et là, donc, les premières lignes que tu as lues, qui s'adressent à Lou, en fait, sont prononcées par un robot, par un androïde extrêmement perfectionné et qui est en fait Audrey Hepburn, mais en robot. D'accord. Voilà, et ce personnage de robot va avoir un rôle très important tout au long du roman et il va faire partie des personnages qui vont initier Lou à l'invisible. Parce qu'en fait, ce robot est capable de capter des informations. Bon, c'est une intelligence artificielle, comme peut-être pas comme il y a déjà, mais comme il y aura, je pense, dans quelques années, et qui finalement a une vision de l'invisible très pointue parce qu'elle a engrangé énormément d'informations, elle a engrangé des tas de thèses. Enfin voilà, c'est un robot quoi. Donc elle a une vision de l'invisible qui est supérieure à celle de bien des scientifiques, alors que c'est un robot.
Et c'est ça que tu veux dire quand tu parles de tectonique de l'invisible, en fait? Oui, voilà, c'est-à-dire que Audrey Hepburn va expliquer à Lou que l'invisible, en fait, c'est ce qui produit le visible. Voilà, et que une infinité des possibles se trouve dans l'invisible et que tout le challenge, c'est de comprendre comment on fait pour convoquer les possibles que l'on veut pour pouvoir ensuite les actualiser dans le visible. Donc, c'est la théorie, entre guillemets, du futur en mouvement, en fait, du futur qui est constamment en train de se recalibrer, en fait. Ouais, alors complètement. C'est l'une des raisons principales pour lesquelles j'ai écrit le roman, si tu veux, c'est que, en fait, le futur se recalcule effectivement à chaque nanoseconde en fonction de tout ce qu'on émet, nous. Mais il y a déjà des futurs qui se préparent en fait, dans l'invisible, dans d'autres espaces-temps. Alors, est-ce que ces espaces-temps existent comme l'espace-temps qu'on a là en ce moment, ou est-ce que ce sont juste des potentialités, des ondes qui pourraient être transformées en particules? Ça, moi, je n'ai pas la réponse. C'est le grand débat des multivers. Mais c'est certain que, et Étienne Klein le dit lui-même, et plein d'autres scientifiques, que le futur, et en l'occurrence, je crois qu'il parlait de 2050, c'est partiellement configuré. Mais pour moi, il y a plusieurs 2050 qui entre guillemets, se battent dans l'invisible pour gagner, en fait. Pour moi, en fait, je vois les futurs sur une ligne de départ de circuit automobile. Il y a plusieurs 2050 qui sont sur la ligne de départ. Et le nouveau monde, en fait, c'est une voiture qu'on n'attendait pas. C'est un outsider. Voilà. Donc, sur ces futurs qui sont sur la ligne de départ, il y a, pour être très caricatural, il y a le transhumanisme, par exemple, il y a la catastrophe écologique, il y a toutes ces choses-là que l'on consolide chaque jour avec tout ce qu'on fait, malheureusement. Et il y a cet ovni dans tous les sens du terme, qui est le nouveau monde, qui vient de très très loin, et qui, lui, commence à se positionner sur cette ligne de 2050. Et l'idée, c'est de lui donner ses chances, c'est de lui donner la Ferrari dont il a besoin pour venir jusqu'à nous. Puisqu'en fait, et là je rejoins entièrement ce que dit Philippe Guillemant sur la double causalité, cette idée que le futur existe déjà dans un autre espace-temps, ça induit l'idée que ce futur nous enverrait des informations, nous tendrait des perches pour que justement on le manifeste. Donc c'est le futur qui en partie déciderait de notre présent. Je ne sais pas si je suis claire. Oui, il nous attire pour qu'on le choisisse lui et pas l'autre sur la grille de départ. Oui, voilà, c'est ça. Oh ouais, c'est ce qui crée en partie, je pense, certaines intuitions qu'on a, parce que venant de notre soi supérieur ou de ce que certains vont appeler le subconscient. Moi, je pense, enfin, beaucoup de personnes pensent que notre subconscient, en fait, c'est nous dans un futur, moi dans un futur qui m'envoie des informations à moi en 2018 pour que je tende plutôt vers ce futur que vers un autre. Je ne sais pas si je suis claire. Et la raison principale pour laquelle j'ai écrit ce roman, c'est justement ça. C'est parce qu'il y a une partie de moi qui pense que si je veux aider à favoriser ce futur-là, qui est le nouveau monde, ce nouveau monde que moi, j'ai envie de voir, eh bien, il faut justement commencer à le manifester par l'écriture. Parce qu'en écrivant et en parlant, eh bien, c'est un levier de manifestation. C'est une façon déjà d'exciter, on va dire, les ondes dans un espace-temps pour que ça devienne particule. Ça va jusque-là. On crée ce qui nous arrive, en fait. On crée ce qui va nous arriver, en fait, tout simplement. On crée aider à la manifestation de ce qui va nous arriver. Choisir la fin, que les meilleurs scénarios, en fait, qu'on écrit, il faut commencer par la fin. Ils sont écrits comme ça. Tu commences par la fin et ensuite tu échafaudes tout le déroulé jusqu'au début. J'essaye d'être dans cette logique-là, en fait. Alors dans ton livre, Audrey, tu parles aussi, à un moment donné, tu fais référence à l'INERNet. Alors qu'est-ce que c'est que l'INERNet? INERNet, peut-être? INERNet, ouais, je ne sais plus qui a inventé ce concept qu'on entend pas mal dans le milieu spirituel et autres. L'INERNet, c'est cette idée que on est connecté en fait à un autre Google. Et ça, c'est l'un des sujets majeurs du roman, c'est qu'en fait, il y a presque un affrontement. Enfin, je pose le débat entre le Google officiel et cet autre Google dont on ne parle absolument pas. La conscience est dans le vide, la conscience est invisible, et donc notre cerveau, c'est une antenne.
voilà, qui est relié à cette conscience. Donc l'InnerNet, c'est ça. C'est tout simplement notre faculté à se connecter à ce que certains vont appeler, alors oui, certains appellent ça la conscience universelle, d'autres vont dire Dieu, finalement. La source aussi. La source, la grille cristalline, enfin, après, c'est une question de vocabulaire. Et l'un des principaux enjeux du roman, c'est de réfléchir à... Il y a des gens qui se font implanter, alors les implants, Neuralinks, tout ça, je ne sais pas si je vais quand même expliquer. Il a fait une start-up qui s'appelle Neuralinks, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, 2017. Non. Travaille en fait à l'élaboration d'implants neuronaux. Donc ce sont des petits filets que l'on s'injectera avec une seringue, si c'est mis en vente, mais moi je ne doute pas, vu l'enjeu financier, que cela sera mis en vente. Et ce petit filet qu'on s'injecte par une seringue ira en fait se fondre sur notre cervelle, hein, donc ce sera bio-absorbé. Et cet implant visera à, par exemple, à ce qu'on puisse travailler, se connecter sur Internet sans interface, travailler sur son ordinateur sans le toucher, à distance, peut-être aussi développer de la télépathie, enfin, etc. Pour faire court, cet implant va nous permettre de nous connecter à ce Google, donc surtout pas l'InnerNet, mais le Google des GAFA, le Google que l'on connaît, à nous connecter à ce Google sans rien toucher. Voilà. Donc on va être connecté à ça de façon certainement pas volontaire, parce que de la même manière que je vais vouloir me connecter sans interface à des informations dans le vide, des informations pourront aussi se connecter à moi sans que je le décide. Donc c'est quand même extrêmement risqué, ces histoires d'implants. Et dans le roman, il y a des gens qui commencent à se faire implanter, parce que ces implants aussi développent le QI, en fait. Ça explose les capacités mémorielles, etc. Donc les gens, pour avoir accès aux meilleurs postes, ils se font implanter, ils n'ont plus le choix. Parce qu'il faut avoir un QI de 200 pour pouvoir être cadre dans les multinationales, etc. Et même les gens qui n'ont pas envie de se faire implanter, ils le font. Parce qu'à un moment donné, on en vient à un excès où ceux qui recrutent, en fait, veulent uniquement des gens connectés. Et moi, la question que je me suis posée, c'est quand, moi je ne le ferai jamais, mais les gens qui vont se mettre cet implant dans le cerveau, ils vont être connectés contre leur gré à toutes ces informations dans le vide. Mais alors, est-ce que ça ne va pas rentrer en interférence avec justement l'InnerNet, avec justement notre capacité à nous connecter à la source, un brouilleur, à nous connecter à nos intuitions, à un brouilleur, exactement. Voilà. Alors, c'est tout le débat, ouais. Comment ces deux grilles vont, est-ce qu'il va y avoir un affrontement? Est-ce que y en a une qui va gagner? Et là, on est vraiment dans la tectonique de l'invisible, justement. Alors, tu sais, c'est marrant ce que tu viens de dire, quand tu dis « moi je le ferai jamais ». Mais le problème, on n'en sait strictement rien. Imagine tes grands-parents ou tes arrière-grands-parents, si on leur avait expliqué que dans une cinquantaine d'années, ils allaient devoir tout payer avec un bout de plastique et ne plus avoir d'argent. Hein, ils seraient sûrement dit « non, moi, nous jamais ». Imagine que dans 10 ans, on va tout payer avec nos smartphones, parce que de toute manière, il y aura plus moyen de faire autrement. Je crains que le smartphone sera obsolète. Oui. Mais voilà, ça se trouve, en 2030, il n'y aura même plus le choix, c'est-à-dire que si tu veux ouvrir la porte de ton appartement, si tu veux pouvoir prendre ton métro, ça se trouve, on sera tous avec ce bio liquide dans le cerveau. Je comprends ce que tu me dis, mais c'est justement pour ça qu'il faut écrire et réfléchir là-dessus, pour que les gens redeviennent autonomes psychiquement et qu'ils comprennent que justement, surtout, il ne faut pas faire ça. Mais le smartphone est déjà obsolète, en fait. Pardon, Dino ? Le smartphone est déjà obsolète. Hein. En ce moment, il y a l'Oculus Rift, l'Oculus je sais plus quoi. Enfin, c'est carrément des casques VR de réalité virtuelle qui remplacent les ordinateurs, la télévision, etc., etc. On en est là. D'ailleurs, j'avais une question précise sur ça. En gros, tu dis que les gens commencent à se faire implanter pour essayer d'atteindre cet InnerNet dans les années 2030. Mais est-ce que c'est parce que tu y as pensé de manière par rapport aux conjectures actuelles, etc. Ou est-ce que c'est toi, tu as décidé de repousser ça, ou la date, je veux dire? Parce que moi, j'ai l'impression que dans 5 ans, ça y est, il y aura des trucs comme ça. Ouais. J'attends pas 2030, tu vois, je l'expose plus proche, moi. Alors, est-ce que c'est toi qui as fait volontairement te dire, ah non, c'est plus tard, ou est-ce que non, c'est basé sur quelque chose, tu te dis… 2030, c'est dans 12 ans, hein, c'est pas si loin que ça non plus dans la… C'est quand même pas longtemps.
C'est C'est pas quand même très dans loin. longtemps. Ben, pour moi, je trouve que c'est encore dans Ouais. longtemps. C'est en un an, ce qui se peut se passer en un an là-dessus, ça va Mm. à des vitesses astronomiques. C'est vrai que ça va très très vite. Alors, l'implant, c'est pas pour se connecter à l'InnerNet, parce que l'InnerNet, c'est justement les informations entre guillemets divines, c'est la conscience universelle. D'accord. C'est pour se connecter enfin, les gens qui s'implantent, c'est pour se connecter au Google. Au Google simple. Oui, d'accord, excuse-moi. Google Oui, simple. d'accord. Alors après, je pense que ça viendra pas en Europe d'abord, ça sera évidemment aux États-Unis et bien sûr en Asie du Sud-Est et en Chine, parce que les Chinois, eh ben, ils sont d'accord pour 50% d'entre eux même à implanter leurs enfants. Donc je crois que c'est d'abord chez eux que ça va arriver et probablement rapidement, effectivement, ils attendront pas 2030, c'est clair. Après, c'est quand même des choses qu'on se met sous la peau, c'est quand même des choses qu'on se met dans le cerveau, donc je crois que quand même, je suis pas sûre que tout le monde se précipite là-dessus, en tout cas pas en Europe, aussi rapidement. J'espère que tu as raison. J'espère que tu as raison. J'espère que tu as raison. Mais Pour ça vient. rebondir, je ne sais pas si vous avez vu ça, là, il y a... Bon, je ne vais jamais au cinéma, j'y suis allé comme par hasard cette fin décembre. Puis il y a Downsizing, un film qui est sorti, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Puis c'est encore, même si ce n'est pas la même chose, hein, on est encore dans cette idée de transhumanisme, progressisme, Ouais. etc. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et puis on voit bien dans le film, en tout cas, il montre bien que les gens sautent dessus. Alors c'est pas la majorité, mais il y a toujours un nombre suffisamment de gens pour faire vivre le système et que ça fonctionne rapidement et puis que ça crée déjà la balance avec les autres qui ne l'ont pas. Parce que là, je pense à cette personne qui va pouvoir se connecter au Google, elle sera bien plus avantagée que celui qui n'a pas les moyens de se mettre là-dessus. Les journaux papier n'existeront plus, j'imagine. C'est ce que décrit Audrey parfaitement, c'est-à-dire qu'il suffit que les recruteurs décident que ils ne recruteront que des gens hyper connectés. Du coup, tu vois, il suffit pas d'un grand nombre, hein, il en suffit d'un tout petit nombre pour pouvoir générer un effet boule de neige phénoménal. Non, c'est très bien décrit, Audrey. Ouais, bah écoute, en 2030, il y aura, le problème c'est que les robots vont déjà remplacer beaucoup de petits boulots et de boulots même beaucoup plus avancés, comme les radiologues, donc déjà le chômage va augmenter forcément à cause de ça, et la terreur du chômage, à mon avis, sera vraiment l'une des grandes peurs de 2030. Et donc les gens seront prêts à tout, je le crains, pour garder leur travail et surtout pour avoir un travail, parce que cette histoire de revenu universel qui pallierait à tout ça, je ne suis pas sûre qu'elle sera mise en place en 2030. Je crois que vu le coût et vu la logistique que ça entraîne, je pense qu'en 2030, on ne l'aura pas encore mis en place. Donc du coup, les gens, ils risquent, en tout cas pour pas mal d'entre eux, pour ceux qui ne connaissent pas l'invisible, justement. Pour ceux qui ne comprennent pas ce qu'est l'invisible, ils ne vont pas comprendre l'impact extrêmement dangereux que ces petits trucs, ces petits implants vont avoir sur eux, et bêtement, ils vont y aller. Enfin, bêtement, c'est pas de la bêtise, c'est juste de l'ignorance. Ils vont y aller parce qu'en plus, ça sera chic, parce qu'en plus, le transhumanisme, ça sera peut-être en vogue dans certaines parties de la population, je le crains. C'est très bien vendu de toute façon, c'est très bien présenté. C'est très bien présenté. Je suis d'accord, c'est très bien vendu, il y a beaucoup d'argent à se faire. Et c'est très habile parce que, comment il s'appelle, Elon Musk et d'autres disent que, mais on n'a pas le choix, on est obligé d'exploser notre QI avec tous ces trucs-là, puisque de toute façon, l'intelligence artificielle, c'est le problème de la singularité, l'intelligence artificielle, elle va nous dominer, elle risque de nous dominer. Donc, nous n'avons pas d'autre solution que de nous mettre à son niveau. Et pour nous mettre à son niveau, eh bien, nous sommes obligés de nous mettre des implants dans le cerveau. Donc voilà, je veux dire, ça fait boule de neige et les gens, ils risquent d'être convaincus par ça. Et c'est une catastrophe parce qu'en fait, ce qu'on doit exploser, ce qu'on doit développer, c'est notre plus grande technologie de pointe. Et notre plus grande technologie de pointe, ce n'est pas de se connecter à Google avec un implant dans le cerveau, c'est notre conscience. Notre technologie de pointe, c'est d'exploser notre capacité à nous connecter justement à notre InnerNet. Moi, c'est ça le message principal de ce roman. Mais le problème, c'est que ce sont des choses qui ne sont pas tangibles, ce sont des choses qui sont dans l'invisible. Et il faut apprendre aux gens, ce qu'il y a dans l'invisible, il faut apprendre aux gens à travailler avec l'invisible. Et ça, il y a un très gros travail là-dessus à faire. Là, comme tu le dis si bien, ce sont les nouveaux territoires à conquérir.
le territoire de l'invisible. Mais ouais. Et l'autre jour, j'ai écouté moi, il y a un rabbin que j'aime beaucoup qui s'appelle Yeya Ben Chetrit. Je ne sais pas si vous connaissez. De nom. Et il a il parlait de ça. Il disait, il faut savoir travailler avec l'invisible. C'est-à-dire que la réalité, bon, bah, c'est en fait, nous, on sait que c'est juste notre réalité, c'est 0,001% de ce qui existe. Tout le reste est à l'état de potentialité. Donc, soit je me borne à la réalité telle que je la vois, ou soit je me dis qu'il y a autre chose. Soit je me dis qu'il y a des potentialités supplémentaires et des choses que je peux développer. Mais ces choses-là, elles sont dans l'invisible. Or, ma réalité, c'est lui il le dit très très bien, ma réalité d'aujourd'hui, c'était un potentiel d'hier, un potentiel parmi une infinité de potentiels. Donc, c'est à moi de choisir le potentiel sur lequel je veux me focaliser pour pouvoir manifester une autre réalité. Mais pour ça, ça sous-entend de comprendre déjà qu'il y a des potentiels dans l'invisible. À cette histoire de l'invisible. Alors, Audrey, tu le disais tout à l'heure, tu fais aussi, tu t'es lancé dans un cycle de conférences par rapport à ce sujet-là, parce que ce livre va te servir de support. Alors, j'ai déjà noté au moins deux dates. Alors, la première, c'est le 25 février, tu seras présente au Salon du Livre de Bruxelles. Je ne sais pas si tu feras une conférence ce jour-là. Alors, non, à Bruxelles, j'y vais surtout pour mon livre sur les faits, en fait. Ah, d'accord. Voilà, j'y vais surtout pour mon livre sur les faits. Peut-être que ce sera aussi... Je ne sais pas si je vais pouvoir, parce que c'est avec une autre maison d'édition, donc il y aura pas forcément... Je ne pense pas qu'il y aura de conférence à Bruxelles. Il y en a une à Paris le 4 mars, ça c'est sûr, dans le 11e. D'accord. Et il y en aura d'autres après, mais je n'ai pas encore les dates. Alors, si tu en feras, tu seras présente du 23 au 25 mars à Toulouse au salon Imagine à Livre. Oui, voilà, c'est ça. Donc là, il y en aura aussi à Toulouse, effectivement. Et puis, je pense entre fin mars et... non. Il y en aura d'autres, mais pour ça, il faut... le mieux, c'est de s'inscrire à la newsletter de mon site, qui n'est pas encore fini. Ça s'appelle newersla.com. Et bref, vous pouvez vous inscrire à la newsletter pour recevoir les actus. On va mettre ça en place doucement, c'est beaucoup de travail, les conférences, donc je ne sais pas encore à quel rythme, ça va aussi dépendre de la demande du public. Tu vois, on va voir. Et puis, pour finir, tu as aussi ta propre chaîne, ta propre web TV, sur laquelle tu nous régales de tutos, de petites bulles comme ça, de temps en temps. Tout axé autour du même thème, mais on y apprend beaucoup de choses, et tu nous parles d'ailleurs de pas mal de découvertes scientifiques qui finalement, l'air de rien, abondent vers cette notion de nouveau monde. C'est Audrey Canso, tout simplement, ton... Oui, c'est Audrey Canso, et voilà. Et là, on est je suis sur le deuxième pan, c'est-à-dire quels sont, dans un premier temps, j'esquisse un peu ce qu'il y a dans l'invisible, grâce aux explorateurs de l'invisible, que sont les scientifiques, les mystiques, les artistes. En fait, je croise les sources, et je croise aussi ce que moi, j'intuite. C'est aussi, il y a quelque chose de personnel là-dedans. Et là, on est dans la deuxième partie, qui est quels sont les leviers de manifestation. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que dans le vide, je vais actualiser telle onde et pas telle onde pour qu'elle devienne particule et que donc qu'elle devienne ma réalité. Quels sont les leviers de manifestation? Ce qui oblige évidemment à travailler encore sur le concept de conscience, d'inconscient, de subconscient, de quelles sont les interactions entre le collectif et l'individuel, quel est le rôle du futur justement là-dedans, quel est le rôle du passé. Enfin, on se rend compte que notre réalité, la réalité que chacun d'entre nous percevons, c'est vraiment le résultat d'une infinité de facteurs en fait. Et l'idée, c'est de comprendre cette géographie pour pouvoir ensuite reprendre une autonomie, en fait, parce que c'est notre problème, on est encore des esclaves, et on est là pour reprendre notre autonomie, pour la reconquérir. Et il y a du boulot. Ok. Et c'est vrai qu'il faut vraiment se dépêcher, parce que moi, pour le roman, je me suis pas mal plongée dans des rapports, comme le rapport Meadows. Je me suis intéressée de près au mouvement collaptionniste, ce qu'on appelle les philosophes de l'effondrement, enfin, tous ces gens qui sont en train de dire que l'espèce humaine va s'éteindre dans 2 générations, quoi. Et moi, au début, j'ai rejeté ces idées. Maintenant que j'ai creusé un peu plus le sujet, je me rends compte à quel point, effectivement, on file vraiment tout droit vers un futur vraiment tout à fait catastrophique. Donc, c'est vraiment...
Aujourd'hui, je dirais que vouloir changer le monde, c'est pas un truc de bobo, c'est pas un truc d'intellectuel en fait. Ça devrait vraiment être le souci majeur de tout le monde parce que vraiment, on risque de passer notre retraite dans un. Je parle pour moi, je me dis là, ça va, je suis jeune, je suis en forme, donc je supporte. Mais dans quelques dizaines d'années, ça risque d'être très difficile de supporter ce qui va nous arriver. Et en plus, on sera vieux et peut-être même qu'on sera malade. Donc, et là, on se dira, ah, c'est con parce qu'à l'époque, je savais et j'ai rien fait. Exact. Et parce que c'est pas forcément marrant de travailler sur ces thématiques. Hein. Moi, il y a des fois, j'aimerais bien bosser sur autre chose. Mais il y a vraiment une priorité et je pense que chacun dans son domaine, dans son métier, à son échelle, il devrait bosser sur comment on fait pour faire la transition. Parce que là, on va vraiment vers des trucs vraiment catastrophiques. Mais d'après ce que tu dis, le simple fait d'écrire ce livre fait déjà un pas vers ce nouveau monde, vers le nouveau monde que toi, tu veux instaurer, que tu ne veux pas voir arriver. Donc, c'est ça. Tu es dans l'action. Je fais vibrer les mots, je fais vibrer les ondes dans le vide. Et à un niveau plus pragmatique, je propose des solutions, je propose des possibles. Ce livre, ce cycle, c'est aussi un labo en fait où on teste des solutions. Les personnages, ils vont faire plein de choses. Il va y avoir des échecs. Je suggère des idées de start-up, je suggère des idées de changer le monde en se passant de la politique, etc., etc. Donc oui, tout à fait. C'est une façon de commencer à activer dans le vide d'autres potentialités en fait. Puis ton idée de coécriture, c'est très bien parce que ça va que réenchérir c'est pas un égrégore, mais ça va remettre de l'eau à ton moulin pour aller dans cette direction en tout cas. C'est très bon. C'est ça, et je pense vraiment qu'on est meilleur à plusieurs. Je pense vraiment que. C'est super. C'est quand même original, je pense, parce que des romans coécrits, j'en ai pas lu beaucoup, tu vois. Moi. Écoute, c'est un peu. Je crois que ce serait une première, pour être honnête. Ce serait malade. Je trouve ça. Je crois que ce serait une première. Après, j'ai des petites questions qui me viennent à l'esprit tout de suite. Tu vois, par exemple, par rapport à la cohérence de l'écriture. Le simple fait. Alors oui, quand tu dis coécrit, j'imagine que tu es la dernière personne à mettre ta patte au final, mais je veux dire, ça doit être pas évident à jongler pour que ce que les autres t'apportent, tu puisses les incorporer dans de ta patte à toi, quoi. C'est pas. Oui, complètement. Il faut réfléchir à un fonctionnement qui soit efficace. Peut-être que dans un premier temps, dans l'équipe, certains se focaliseraient sur, par exemple, sur la recherche, sur faire des synthèses, tu vois, des rapports, parce qu'il y a tellement de choses qui existent. Il y a tellement de choses. C'est pléthorique et une personne ne peut pas faire tout le travail, c'est pas possible. Donc, on a besoin de chercheurs qui soient uniquement sur la documentation. Puis après, il y a le côté brainstorming, c'est-à-dire on discute par exemple de l'intrigue ensemble, par exemple, parce que quand on est scénariste, on fait des trucs sur les murs, on met c'est comme un gigantesque mind mapping, si tu veux, mais avec des papiers. Enfin, moi, je fonctionne beaucoup comme ça. Donc, on peut très bien être à 15 dans une salle et il y en a un qui met les suggestions sur le mur et chacun débat. Donc, être une équipe, ça peut aussi être ça. C'est ce qu'on fait pour les séries télé, hein, pour certaines séries télé. Et après, soit effectivement, il y en a un qui écrit tout, mais c'est un peu compliqué. Soit chacun écrit une partie, il y a quelqu'un qui vient lisser à la fin. C'est des choses qui doivent être discutées. Je ne sais pas encore exactement comment je vais fonctionner, mais c'est possible en tout cas. Mais ça demande aussi de laisser son ego de côté. Tu vois ? Ouais. Parce que la plupart des romanciers ne supporteraient pas cette façon de faire. Oui, mais que je peux comprendre d'ailleurs aussi dans un sens, parce que c'est comme ton bébé, entre guillemets. Tu vois, au début de l'émission, on disait c'est ton bébé. Après, ça devient autre chose, tu vois. En tout cas, ça peut rester ton bébé, mais. Oui, je pense que je resterai peut-être dans un premier temps chef d'équipe, c'est-à-dire je serai là pour superviser, pour peut-être prendre des décisions finales, et puis peut-être pas au final, parce que pour moi, l'essentiel, c'est que ce soit le meilleur livre possible. Donc, si on est une équipe et que je m'aperçois qu'il y a quelqu'un qui écrit plus vite et mieux que moi, ou qui prend des décisions plus rapidement et plus pertinentes, moi, je lui laisse la place. Tu vois, moi, je suis plus dans des histoires d'ego. C'est aussi parce que j'ai souvent travaillé en équipe. Donc, pour moi, l'essentiel, c'est de faire le meilleur texte possible. Oui, puis comme tu dis, le but, c'est de diffuser une information, c'est pas de te faire d'avoir de la gloire, en fait. Donc, bon, c'est ça. Moi, je fais pas ça pour la gloire, je fais pas ça pour l'argent. Alors, si ça rapporte de l'argent, tant mieux. Tant mieux, mais oui, bien sûr. Donc, je vais pas dire, oh là là, non. Évidemment, si ça marche, c'est vachement mieux, c'est clair. Mais c'est pas la motivation première. Ça, c'est sûr. Si c'était la motivation première, ça ne fonctionnerait pas, de toute façon. Parce que là-haut, c'est pas ce qu'ils veulent. Non, c'est sûr.
Alors, juste une petite précision pour la coécriture, s'il y a quand même eu des antécédents. La saga Star Wars, par exemple, il y a eu énormément d'auteurs qui se sont, qui se sont suivis pour pouvoir peut-être même écrire en même temps sur des périodes différentes de la saga. Mais effectivement, il y a toujours un fil directeur. Puis en bande dessinée aussi, ça se fait assez sur certaines séries. Mais c'est vrai que c'est un travail qui est pas courant et qui est difficile à faire. Et il faut effectivement qu'il y ait quelqu'un qui suive cette trame d'écriture pour que ça soit cohérent du début jusqu'à la fin. Showrunner, en fait, en série télé, on appelle ça un showrunner. Et en série télé, je le vois bien en showrunner. Tout à fait. Ok, bon, en tout cas, vraiment, on a été super ravis de pouvoir te revoir sur la chaîne aujourd'hui. C'est vrai que voilà, tu vois, tu nous manques, hein, tu peux revenir quand tu veux, dès que tu as quelque chose à vouloir échanger avec le public. Et puis bon, dans tous les cas, on te retrouve très régulièrement sur ta chaîne pour la suite de tes capsules. Et puis voilà, pour ceux qui seraient soit sur Paris, soit sur Toulouse ou ailleurs en fonction de tes dates, il y a des conférences où on peut te voir en chair et en os. Aussi, voilà. Et puis ceux qui ont envie de coécrire avec toi, ils peuvent aussi te contacter. Ouais, carrément, je prends des candidatures, voilà. Je pense que c'est quelque chose qui risque de se mettre en place. Très bien. Eh bien. En tout cas, Audrey, on te remercie d'être passé ce soir et puis on te fait de gros bisous et à très bientôt. À très bientôt, Dino et Antoine. Salut. Salut. Donc voilà, Dino, hein, je pense que c'est vraiment un des livres qui va être pour moi le livre de l'année, celui d'Audrey, et pas parce que on est amis, mais je pense qu'elle a vraiment mis beaucoup de cœur à l'ouvrage et ça va vraiment être c'est vraiment un roman qui va devenir exceptionnel. Je ne sais pas ce que tu en penses. Le concept est super intéressant, ça s'inscrit dans tous ces romans d'anticipation, dont je suis friand de ça en plus, moi, les romans d'anticipation. Puis alors en plus, ça va être comme avec son idée d'essayer d'échanger avec d'autres personnes pour essayer d'étoffer son monde en fait. Ça me faisait penser, quand on discutait avec elle, à Tolkien, tu sais, que cette idée de ramasser le plus d'informations possible et faire un univers gigantesque. Elle imagine ça en dizaines de tomes, quinzaine de tomes, c'est parfait. Si elle peut faire une saga qui soit suivie par tous les chercheurs de vérité, ça peut être comme, même si c'est romancé, hein, de toute façon, il vaut mieux romancer actuellement en 2017-2018, vaut mieux romancer une information plutôt que de la donner telle qu'elle, parce qu'on va nous accuser de complotistes, de fake news et compagnie, donc c'est mieux. Bah oui, voilà, vaut mieux avoir l'étiquette d'auteur finalement, hein, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Exactement. Écoute Dino, on va passer à une autre romancière hein, on en a déjà parlé sur cette chaîne, hein, qui a écrit un roman sur, je crois que c'était la relation entre les fans et Michael Jackson, qui est auteur de ces textes, c'est Lily Oz. Voilà, on l'a enregistré, on la retrouve de suite. Eh bien, bonsoir Lily, comment vas-tu ? Salut Antoine, bonjour à tous. Ça va très bien, merci. Alors ce soir, dans ta chronique de Vénusienne, tu voulais nous parler de justice et de justesse. Comment trouver le juste milieu, j'allais dire justement. Alors, en quoi ça consiste, cette quête du juste milieu ? Alors, mes chers amis terriens, depuis déjà quelques chroniques, en fait, je vous parle d'oser être vous-même, d'être libre de toutes les injonctions qui vous incitent à vous conformer au modèle édicté par la société. Évidemment, certains diront que c'est facile à dire, mais beaucoup plus complexe à réaliser concrètement. En effet, au quotidien, il s'agit de trouver à la fois l'équilibre en soi, mais aussi le juste équilibre entre le fait de se respecter soi-même et le fait de porter considération aux autres. On doit à la fois s'autoriser à être pleinement soi et en même temps, on doit aussi s'intégrer dans des collectivités et respecter les autres, leurs limites, leurs pudeurs, mais aussi leur capacité à confronter qui nous sommes. Il nous faut donc sans cesse arbitrer entre ce qu'on est soi et ce qu'on est prêt à concéder aux autres, sachant que chaque individu possède ses propres spécificités, références et limitations. Alors, comment faire cet arbitrage concrètement ? Comment s'adapter aux autres sans se renier soi-même ? C'est ça la question. Amis terriens, dans bon nombre de vos philosophies, il est question de trouver la voie du juste milieu. Cette posture située à mi-chemin entre deux comportements extrêmes.
Ces philosophies parlent surtout d'harmoniser en soi les courants contraires entre le fait de répondre à ses pulsions, par exemple, ou de ne pas y répondre. Elles évoquent la juste voie, c'est-à-dire le juste chemin à suivre pour trouver l'harmonie en soi. Mais on peut aussi entendre la juste voix, VOIX, comme la juste parole, celle que l'on prononce et qui est potentiellement entendue par les autres. Mais on peut aussi entendre la juste voix, VOIX, comme la juste parole, celle que l'on prononce et qui est potentiellement entendue par les autres. En l'occurrence ici, il s'agit d'arbitrer entre le fait d'affirmer qui nous sommes et le fait de ne pas bousculer l'autre, de ne pas le heurter en s'imposant trop violemment à lui. Ainsi, en vérité, il s'agit d'emprunter le chemin et la parole du juste. Enfants de la Terre, j'aimerais vous inviter à réfléchir à cela. Qu'est-ce qu'être juste? Le juste, d'abord, est celui qui, mieux que le juge, évalue le juste milieu en toutes choses et en toutes circonstances. Ainsi, la justesse, c'est à la fois l'écoute, le discernement, l'analyse neutre, mais aussi l'adaptabilité et la souplesse. La justesse n'est pas la justice. Faisons bien la différence. La justice renvoie à l'impartialité, froide et rigide, simplement parce qu'elle répond à la loi commune et au principe d'égalité. Elle ne tient pas compte des spécificités de chaque situation et de chaque personne. Elle se veut égale pour tous face au cadre de loi qui la gouverne. En vérité, la justice condamne et sanctionne les préjudices, mais elle ne saurait d'aucune manière chercher à en corriger les auteurs ni à réparer les victimes. La justesse, de son côté, inflige parfois des préjudices. Elle peut même parfois, en ce sens, paraître injuste au regard de la loi commune, des normes et au regard de celui qui ne sait pas percevoir en quoi un préjudice peut être un terreau pour l'apprentissage. Par exemple, lorsqu'un parent sanctionne son enfant, généralement, il répond au principe de bienveillance et il espère que la punition infligée sera porteuse d'enseignement. Évidemment, on peut discuter de la véritable portée d'une punition et observer qu'elle n'est peut-être pas la meilleure voie pour conduire l'apprentissage. Mais il s'agit simplement pour moi de vous donner un exemple d'une situation qui peut paraître injuste au regard de celui qui l'a subie, tandis qu'elle paraît juste pour celui qui la donne. Alors, on peut aussi donner en exemple, de manière plus vaste et plus spirituelle, le fait que la vie, par exemple, est souvent jugée injuste par les individus. Pourtant, le sens de la vie échappe à la plupart des humains et il est possible de considérer d'un certain point de vue que chaque épreuve rencontrée sur son chemin est juste, en ce qu'elle favorise un apprentissage utile dans cette vie. Là encore, je ne m'étendrai pas sur ce sujet parce qu'on pourrait en discuter évidemment très longtemps. Entendons seulement que la justesse, à la différence de la justice, a toujours pour but de construire, de réparer ou de corriger, au sens d'une élévation de l'individu. La justesse répond, contrairement à la justice, aux spécificités et à l'unicité de chacun. Elle s'intéresse à l'équité et non plus à l'égalité. C'est ainsi qu'il peut être considéré comme juste de donner à une personne affamée plus de nourriture qu'à celui qui mange régulièrement à sa faim. Agir ainsi n'a rien d'égalitaire, mais cela permet de respecter l'équité. Emprunter la voie du juste, ce n'est donc pas faire justice et égalité. C'est au contraire parfois s'affranchir de la loi commune pour donner la juste réponse en un juste temps à la juste personne dans la juste situation. Vous comprenez bien, enfants de la Terre, que de vouloir être juste implique bien plus que de répondre à des règles de conduite préalablement fixées par le consensus commun. Être juste, c'est sans cesse viser le juste milieu, tout en considérant que rien n'est figé et unilatéral, que tout est mouvement et diversité. Être juste se révèle alors une tâche ardue, car viser juste quand la cible bouge et change sans cesse de forme est un exercice auquel le sage doit s'appliquer chaque jour avec une attention sans cesse renouvelée. Il va de soi que la juste voie, le juste chemin, mais aussi la juste parole ne saurait
être la même pour tous. À l'évidence, il y a ce qui est juste de faire, d'exprimer ou d'être pour soi-même. Et il y a ce qui est juste que l'on soit, qu'on exprime ou qu'on fasse pour les autres. À l'évidence encore, il s'agit de trouver ici le juste milieu, arbitrer entre soi et l'autre, apprendre à jongler avec les cultures, les individualités et les sensibilités. Se souvenir surtout que la diversité est maîtresse et qu'il y a autant d'univers à déchiffrer que d'individus incarnés. La voie du juste milieu n'a donc rien de rectiligne et de figé. Elle est une invitation au mouvement intérieur, mais aussi à la rectification incessante dans laquelle s'engage le juste. Lorsque le bateau bouge au milieu de l'océan, il ne trouve son équilibre qu'à travers l'oscillation permanente de sa coque. Dans le cosmos, à l'image d'une toupie, c'est la mise en tension d'entre diverses forces qui maintient l'équilibre du tout. Et cet équilibre a besoin d'être réévalué en chaque instant. Ainsi, aucune certitude figée ne peut se calcifier chez le juste, et il ne peut ni prévoir, ni anticiper, ni prédéterminer les justes postures à adopter. La seule qu'il doit garder à l'esprit, c'est qu'il n'existe que l'instant présent pour déterminer la juste réponse. Ainsi, chers enfants de la Terre, n'ayez pas peur de danser avec les incertitudes de la vie et avec la diversité humaine. Osez entrer en résonance avec les autres. Écoutez votre intuition, ce cœur vibrant, éloigné de la tyrannie du mental et de ses carcans étriqués. Entrez dans la spirale de vie, car c'est à l'évidence en oscillant autour d'un centre inatteignable que vous épouserez la juste voie. Mes amis, être juste, c'est être en capacité d'évaluer en chaque instant la juste posture. Et pour cela, il faut faire appel au discernement. Il nous faut avant tout être attentifs aux spécificités de l'instant ou de la personne. Et surtout, il nous faut quitter les dogmes, les cadres normatifs, les réponses toutes faites, mais aussi les cadres inflexibles des lois que nous avons érigées en nous-mêmes. Humain, être souple et adaptable vous permettra de trouver plus de justesse au quotidien et de vivre ainsi en meilleure harmonie avec le monde qui vous entoure. Eh bien, je pense qu'on va avoir de quoi méditer, encore une fois, Lydie. Ouais, c'est un sujet qui n'est pas simple, hein. Non, d'autant plus que la justice, souvent, c'est la justice du plus fort, de ceux qui ont remporté des victoires et qui ont gouverné, tu vois, par exemple, les pays. Si un tel ou tel autre avait gagné, la justice aurait été différente. On le voit bien aux États-Unis où 50 États et il y a presque 50 justices différentes. Et puis la justice n'est pas la justesse. Et il serait bien d'intégrer à l'intérieur. Alors, il y a le principe, par exemple, de circonstances atténuantes, qui peut amener un peu de justesse dans les décisions de justice. Entendons bien quand même qu'il y a une différence entre être un juge, et j'ai déjà parlé du jugement dans d'autres chroniques. Être juge, donc, c'est à partir d'un dogme, d'une série de lois, d'un cadre, en fait, normatif, tu vois, de ce qui est admis, de ce qui ne l'est pas, tranché, de dire là, on s'écarte de la règle. Être juste, c'est considérer que parfois, on s'écarte de la règle pour une bonne raison. C'est de considérer que chacun a une raison d'agir comme il agit. Alors, ça ne veut pas dire tout excuser, c'est pas ça l'idée, encore une fois, mais c'est comprendre que on ne peut pas avoir de vérité préconçue au sujet des choses. Et on se rend bien compte de cette problématique, par exemple, quand il est question de grands sujets, de débats de société. Alors, je vais prendre des cas extrêmes, justement, comme la peine de mort, comme l'euthanasie, le droit à l'avortement, etc. Tous ces sujets-là, en fait, vont nous renvoyer, nous confronter à cette problématique de dans quel contexte est-ce qu'il est juste d'appliquer ces choses-là et dans quel contexte il n'est pas juste de le faire. Et on voit bien que là, on sort de la question de la justice et que la justice a parfois une rigidité beaucoup trop grande pour permettre véritablement d'être juste. Voilà. Alors, là, évidemment, je parle de la justesse, de la parole aussi, c'est-à-dire quand on s'affirme soi, c'est vrai que ça fait plusieurs fois que je dis aux gens qui nous écoutent qu'il faut oser être soi et qu'au fond, il faut
en avoir rien à faire en fait du jugement des autres. C'est vrai, c'est important parce que finalement, c'est comme je l'ai expliqué, c'est quand on donne importance à la parole de l'autre, c'est là où on perd notre propre finalement souveraineté intérieure, notre capacité à nous autodéterminer. Néanmoins, c'est pas parce qu'on a besoin de s'affirmer qu'il faut s'affirmer à tout prix. Et parfois, il est juste de se taire aussi. Parce qu'il y a des gens en face de nous qui ne vont pas confronter la parole. Et je renvoie les gens à une autre chronique encore que j'ai faite sur la vérité et le problème de la confrontation. Donc, être en posture du juste, c'est évaluer aussi à qui on parle, quand on parle, dans quel contexte on parle, et qu'est-ce qu'il est juste ou pas de dire. Et évidemment, on n'est pas là pour renoncer à soi non plus. Et quand tu dis il n'est pas question de devoir tout pardonner quand on est juste, mais qu'en est-il finalement de la justice divine? Parce que Dieu étant l'amour absolu avec un grand A, finalement, lui doit être capable de tout pardonner, même à ceux qui l'ont offensé, par exemple. C'est le début d'une prière, ça, je crois. Alors, c'est une vision déjà de Dieu qui est très religieuse, là, que tu soulèves. C'est-à-dire qui consiste à dire qu'il y a une entité séparée de nous qui jugerait presque d'un point de vue moral nos actions et qui aurait un ego qui pourrait donc du coup considérer que là, on lui a fait un tort. C'est effectivement lié à la religion, on est bien d'accord. Mais on peut considérer Dieu, la source, l'énergie, l'univers, la vie, chacun l'appelle comme il veut, d'une manière, je dirais, un peu plus spirituelle au fond, moins humaine. Entendons bien que la question de la morale, encore une fois, c'est quelque chose qui est humain, c'est pas quelque chose qui est divin, c'est-à-dire que dans l'absolu, à l'échelle de l'univers, le trou noir, c'est l'extrême de la destruction, je dis n'importe quoi, d'accord, et l'étoile, c'est celle qui donne la vie, tu vois, parce qu'elle apporte la lumière. Donc, est-ce que le trou noir est mauvais? Non, il est nécessaire à l'équilibre du tout. Voilà. On peut considérer aussi que au fond, l'univers et ce que pourrait être l'enfer, tu vois, c'est finalement nous-mêmes qui nous le donnons, le paradis ou l'enfer. C'est nous qui nous l'apportons, c'est pas Dieu, en fait. J'entends par là que si tu tues quelqu'un, tu vas souffrir dans ta vie présente ou tu souffres déjà d'un déséquilibre évident. Parce que quand tu tues l'autre, au fond, tu te tues toi-même dans ta propre divinité, dans ta capacité à créer, à enfanter, à construire, à bâtir et à aimer. Donc tu t'écartes en fait de l'amour. Et l'amour, c'est ça, Dieu, c'est l'amour. Et donc justement, il y a quelque chose d'incompatible dans l'idée du Dieu punisseur. À mes yeux, je respecte encore une fois les croyances de chacun et je ne fais que partager mes propres conceptions, qui ne sont pas des vérités. Je ne me permettrai jamais de dire ça comme ça. En tout cas, voilà, donc pour moi, la question que tu poses, en fait, elle questionne qu'est-ce qu'est Dieu, quoi. Où est Dieu? Est-ce qu'il est en dehors de nous? Est-ce que c'est un barbu sur un nuage qui veut qu'on croie en lui et qu'on le vénère? Ou est-ce qu'il est ce principe de l'amour qui s'exprime dans l'univers sous plein de formes différentes et en nous aussi, et qu'il est bon de suivre parce que c'est constructif pour nous d'aimer l'autre, de s'aimer soi, d'être dans l'acceptation et non pas dans le combat, en fait, dans le conflit, ou dans la négation de l'autre, ou dans l'attaque à l'autre. Tu vois, il vaut mieux quelque part être engagé en portant quelque chose pour, tu vois, être engagé pour quelque chose que d'être engagé contre quelque chose. Il suffit de l'observer chez soi, l'effet que ça fait. Quand tu fais quelque chose par amour, ça ne produit pas du tout la même énergie en soi que quand tu le fais par colère. C'est sûr. Voilà, et donc la justesse s'assimile à l'amour. C'est qu'effectivement, il faut avoir de la bienveillance et de l'amour pour prendre le temps de comprendre la situation face à laquelle on est confronté et comprendre qu'être juste, ce n'est pas être un juge, ce n'est pas dire c'est bien ou mal, c'est comprendre que là, on a une situation spécifique qui va appeler de nous une réaction spécifique. Et ça ne veut pas dire, encore une fois, être un béni oui-oui qui accepte tout et qui va se dévaloir au profit des autres. C'est trouver cet équilibre. Parfois, il est juste de se taire, mais parfois, il est juste aussi de ne pas se taire. Et il n'y a pas de règle. Et le problème de l'homme, c'est de vouloir se rigidifier. Je parle, tout à l'heure, j'ai parlé du fait d'osciller autour d'un point qui est inatteignable. C'est cette idée de la spirale. La spirale, c'est
C'est justement ce principe de la vie qui s'exprime dans tout l'univers. Hein. Les galaxies, elles tournent en spirale, les fleurs, elles poussent sous forme de spirale. Au fond, l'humain lui-même, il évolue sous forme spiralée. Tu vois, c'est-à-dire c'est cette spirale de je tourne autour de cette justesse pour m'en rapprocher à chaque fois un peu plus, mais au fond sans jamais vraiment l'atteindre, parce qu'on reste des humains en réaction avec notre environnement et que c'est pas facile d'être toujours juste au bon moment, et ça suppose quand même d'avoir un certain recul sur ce qu'on est nous en train d'affirmer ici maintenant ou de jouer ici maintenant, pour comprendre ce qui se passe et décider si là on doit être ferme, si on doit s'affirmer ou si on doit au contraire lâcher prise, laisser couler, tu vois. Il n'y a pas de règle. Effectivement, le plus dur, c'est d'être le plus juste possible, mais en essayant de s'efforcer à chaque fois de se rapprocher de ce milieu de justesse. On ne pourra que mieux vivre dans notre vie, puis en tout cas, au moins dans notre entourage, on va dire. Eh bien Lydie, je te remercie, et puis je te dis dans 2 semaines pour une nouvelle chronique de Vénusienne. Eh ben, merci beaucoup à toi et merci à tous et bonne soirée, bonne semaine. Et puis comme à chaque émission jusqu'à la sortie du disque de Lydie, vous pourrez retrouver un de ses titres à la fin au générique. Allez, à très bientôt. Bon, Dino, sur ces belles pensées de notre Vénusienne de service, je te propose qu'on retrouve toute la bande de chroniqueurs maintenant. Allons-y. Bonsoir à tous, bonsoir Aurore. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Amel. Bonsoir Antoine, bonsoir tout le monde. Et puis Philippe, salut Philippe. Salut Antoine, salut à tous. Alors Dino, par qui est-ce que nous allons commencer ce soir ? Pourquoi pas par Aurore qui est pleine d'énergie et de joie aujourd'hui, et puis c'est communicatif. Alors on va garder ce rythme d'émission-là, donc on va commencer par elle. Tu voulais nous parler du magazine Respire, le numéro 7 ? Alors voilà, donc Respire, c'est un très beau magazine. Alors moi je le conseille, pas parce que c'est moi qui l'ai aujourd'hui avec moi, mais parce que dedans on y trouve vraiment beaucoup de choses, Dino, très intéressant. Donc c'est un magazine qui parle de bien-être, de pleine conscience, de créativité et d'évasion. Dans ce numéro 7, il y a en cadeau 6 charmants marque-pages à découper. Donc, ils sont à l'intérieur et avec une jolie paire de ciseaux, on peut les découper. Je pense que Dino, certainement, tu as des marque-pages que tu utilises. Moi, c'est n'importe quoi. Justement, ça ferait bien mon affaire parce que je prends un peu tout ce qui traîne pour faire des marque-pages. Et puis, il y a beaucoup de choses très, très, très intéressantes dans ce numéro. Je dois vous avouer que j'ai eu beaucoup de peine à me décider à parler de quelque chose parce que tout est intéressant. Donc, on y parle de bien-être, d'art de vivre, de pleine conscience, avec des très beaux articles. Et par exemple, dans le bien-être, faire face au changement. Voilà. Ensuite, on a dans l'art de vivre, fleurissez votre intérieur, dans la pleine conscience, l'éloge de la lenteur, parce que de nos jours, on va un peu tous trop vite et on n'arrive pas à aller un peu moins rapidement. On y parle aussi des hypersensibles. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle quand je parle d'hypersensible. Par exemple, Amel, est-ce que ça te parle, Philippe ? J'ai une hypersensibilité, oui, de tous les sens. Donc, voilà. Et Amel aussi ? Oui, aussi. D'accord. Et comment vous définiriez-vous les hypersensibles ? Alors, des personnes ce sont des personnes qui, comme le nom l'indique, hypersensibles, donc des éponges émotionnelles, des personnes qui ont une empathie développée, des personnes qui ressentent les émotions des autres, des personnes qui ont besoin d'apprendre à se distancier émotionnellement parce que justement, si elles se laissent embarquer par l'émotion de l'autre, elles prennent le mal de l'autre et elles se retrouvent totalement vidées. L'autre est très bien après, mais elles ont laissé, on va dire, toute leur énergie. Voilà, l'hypersensible. Le problème de l'hypersensible, c'est qu'il a une sensibilité exacerbée. Il ne supporte pas les injustices, il est tourné vers l'autre, il a une dimension de partenariat, de partage et d'unité. Il n'est pas dans l'égoïsme, au contraire, il est dans l'excès de l'altruisme, l'hypersensible.
C'est exactement Voilà. ça. Je vois Dino qui dit oui, de la tête, donc je pense C'est une qu'on est- magnifique définition. C'est une magnifique définition. Merci. Voilà. Alors là, par rapport aux hypersensibles, on parle aussi donc on trouve ça à la page 68. Alors, il y a beaucoup de pensées dans ce petit aussi, par exemple, comme dans le magazine Happiness, il y a de belles pensées qu'on peut retrouver dans plusieurs pages. Par exemple, là, j'en ai une qui s'appelle La pleine conscience. Quand je joue, je deviens fragile. Quand je ne joue pas, je vieillis. Et c'est de Robert Hirsch. Donc, voilà, il y a des très, très belles phrases comme ça. Et là, on explique qu'est-ce qu'on peut faire, justement, quand on est des personnes hypersensibles, pour pouvoir justement se sentir mieux. Donc, on parle d'ancrage, on parle des aliments qui favorisent l'ancrage, des aliments qui sont proches, qui poussent dans la terre, comme les patates douces, les légumes racines et les courges. Consommer des aliments riches en minéraux, aussi les noix avec beaucoup de fer et de magnésium. Faire du nettoyage énergétique, donc purifier l'intérieur, là où on est, là où on travaille, le lieu de vie. Surtout quand il y a eu des personnes qui sont venues dans ce lieu de vie avec de la sauge blanche à brûler ou du bois sacré, aussi du palo santo. Après, c'est aussi pouvoir aller dans la nature, avoir un contact avec la nature, donc se relier à la nature en faisant une belle balade, une belle promenade au bord d'une rivière, de pouvoir marcher pieds nus dans l'herbe, ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Et ça aide beaucoup à se recentrer, donc vraiment se recentrer et laisser aussi la nature rentrer chez soi. Par exemple, ouvrir grandes ses fenêtres, changer l'air à l'intérieur, laisser circuler l'air, pouvoir vraiment se permettre de bien respirer également l'eau, aller nager, aller dans l'eau, parce que l'eau fait beaucoup de bien lorsqu'on est hypersensible. Ça permet vraiment de se relier avec cet élément qui est quand même beaucoup relié aux émotions. Donc, c'est aussi bien de pouvoir boire beaucoup d'eau. Ça permet aussi d'éviter de se déshydrater, donc d'être aussi fatigué. Et donc, voilà, une bonne hydratation est vraiment essentielle pour le bien-être et l'équilibre global. Aussi apprendre à bien respirer. Respirer d'une façon vraiment où on sent que le souffle a vraiment le temps d'arriver en soi, de le garder en soi, de pouvoir expirer en libérant les pensées peut-être un peu parasitantes, les choses qui reviennent tout le temps sans cesse, parce que les hypersensibles sont très actifs dans leurs pensées, ça défile continuellement. Donc le fait de bien respirer, ça permet justement de pouvoir se déconnecter un tout petit peu et finalement de faire taire un petit peu ce mental et de pouvoir se poser un petit peu. Pour rajouter à ce que tu disais, en fait, que pour la respiration, pensez à chanter aussi. Moi, je suis chanteur. Alors, même si vous chantez faux, que vous aimez pas votre voix, c'est pas grave. Le chant, c'est parfait pour exactement. C'est la même raison que ce que tu étais en train de dire. En fait, ça fait le même effet, ça le décuple en fait. Parce que le jeu du souffle, en fait, et de l'expulsion de l'air, en plus, ce qui peut être amusant, c'est de aussi dire des mots qu'on aime, qu'on a envie d'exprimer, tu vois. Tu les exprimes en chanson, donc c'est pas en réalité, puisque c'est dans une chanson. Donc ça va dans la même démarche de ce que tu me dis. C'est pour ça, c'est juste pour rajouter, en fait, je voulais dire que pensez à chanter, pensez à exprimer votre souffle avec votre voix, voilà. Oui, c'est très important. Ensuite aussi, c'est savoir dire non, parce qu'une personne hypersensible, elle va vouloir toujours faire plaisir à l'autre, aux autres, toujours penser d'abord aux autres avant de penser à elle-même. Et souvent, elle s'imagine l'autre, qu'est-ce qu'il est en train de penser, comment il se sent, comment il se sent pas, qu'est-ce qui va pas. Donc, il va se mettre complètement de côté et s'oublier complètement. Donc, il va d'abord vouloir que l'autre soit bien. Donc, par exemple, faire tout pour que l'autre se sente tellement bien que lui, à un moment donné, il va être mal parce qu'il s'oublie tellement c'est comme s'il n'existait plus en fait. Donc savoir dire non, parfois ça fait aussi du bien quand on est hypersensible de dire non là je peux pas, c'est pas possible, j'y arrive pas, je suis pas bien, je suis fatiguée, j'ai besoin de prendre du temps pour moi, j'ai besoin de m'écouter. Donc dire non, on peut le faire d'une façon aussi avec beaucoup de cœur, parce que savoir dire non, c'est aussi savoir dire oui, parce qu'après quand on dit oui, on le dit parce qu'on se sent vraiment, et c'est un oui de tout son être. Et là, quand on dit oui, on le dit vraiment de tout son cœur. Donc c'est important aussi de pouvoir le faire de cette façon-là.
Protéger son espace physique aussi. Donc, il faut aussi comprendre qu'un hypersensible, il va être sensible au lieu dans lequel il se trouve, à toute l'énergie qui est autour de lui, aux gens en lieu. Donc, il va très vite se sentir un peu étouffé par le lieu. Donc, comme s'il pouvait ressentir toutes les énergies environnantes, le mal-être des autres, comme le bien-être, et va accumuler ça. Et donc, ça va être pour lui très compliqué de pouvoir se protéger. Donc, à un moment donné, c'est se dire, OK, là, je fais en sorte, je me protège un petit peu. Donc, si c'est des lieux où je me sens pas bien, où il y a des énergies un peu plus négatives, j'y rentre pas, j'y vais pas. Voilà. Je me écarte un petit peu de là. Ou alors, j'y vais en me mettant dans une belle bulle de lumière, en faisant, voilà, ce qu'il faut pour ne pas sentir qu'on me prend tout de suite mon énergie, en fait. Parce que c'est des grands empathes, les hypersensibles. Donc, ils vont donner sans même s'en rendre compte, en fait. Ils donnent continuellement. Ils donnent tout le temps. C'est vrai. Limiter le temps passé avec certaines personnes qui sont peut-être un petit peu trop énergivores. Donc, ils vont vouloir très vite prendre l'énergie de l'autre. Je pense que vous me donnez raison quand je dis ça. Ah oui. Oh oui. Ah oui, pourquoi oui. En harmonie avec l'énergie naturelle. Voilà, alors dès que c'est possible, d'aller faire du sport, de manger, de sortir lorsque cela est possible, de pouvoir vraiment vivre avec un rythme beaucoup plus naturel et pas le rythme qui nous est imposé dans cette société où tout doit être très, 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 voilà, toujours pouf, comme ça. Et là, les hypersensibles sont incapables de vivre avec ce rythme-là. En fait, ça leur convient pas du tout. Donc aussi, c'est de choisir aussi des endroits où il y a beaucoup de lumière naturelle. Parce qu'un hypersensible ne supporte pas les néons, tout ça, ça va le déranger très très rapidement, en fait, il va pas être bien. Il a besoin d'être dans la nature, d'être sous la lumière de la lune, du soleil, mais sous la lumière naturelle. Et de passer aussi beaucoup de temps à l'extérieur, c'est très très important. Et se permettre de vivre ça, c'est vraiment très important. Donc, être hypersensible, j'ai envie de dire, c'est un don. C'est, voilà, quelque part, on peut parler de ça comme ça, mais faut pas voir ça comme, ah mon Dieu, quelle horreur! Du tout, du tout, du tout. Et dans la vie, voilà, on est des êtres tous différents. Donc, il faut aussi être conscient qu'on peut pas être tous les mêmes. Et que de temps à autre, il faut aussi comprendre, accepter la différence de l'autre. Donc, en fait, si on pouvait résumer, c'est se retourner au naturel, à la simplicité et à la lenteur. Ok, Aurore. Donc, on va passer à Amel. Amel qui voulait parler des cristaux, des différents cristaux, c'est ça? Tu disais, pour tous ceux qui sont surmenés, stressés, etc. Voilà. Bon, alors je vous présente ce soir la malachite. Malachite, c'est une pierre qui aide à équilibrer sur le plan émotionnel, à rester optimiste et bienveillant. C'est une pierre qui renforce notre volonté, qui pousse notre création, notre créativité. Elle est connue depuis le Moyen-Âge comme une pierre qui soulage les douleurs des règles. Elle apporte force et vitalité. Et donc, pour les femmes, je vous conseille de prendre une pierre brute, comme celle-ci, hein, donc absolument pas polie ni taillée, et de pouvoir la poser sur le bas-ventre le premier jour des règles. Et au bout de, 35-40 minutes, vous allez sentir vraiment les énergies travailler et vous allez sentir le mal des douleurs disparaître. Quand on a des douleurs pelviennes et des douleurs dans le bas du dos, ça a un effet extraordinaire. Comme le nom l'indique, malachite, quitte le mal. Donc, c'est une pierre éponge, comme on l'appelle. Elle absorbe toutes les émotions négatives. Quand on a des tensions aussi émotionnelles au niveau du plexus solaire, donc au niveau de l'estomac, on peut aussi la poser sur l'estomac et elle absorbe toutes les tensions également. Comme c'est une pierre qui absorbe, c'est aussi une pierre qui se charge très, très, très vite et donc qui a besoin de se décharger. Et si vous me demandez comment est-ce qu'on fait, eh bien, le soir, on la pose à la terre parce que c'est une pierre de terre. Elle est vraiment extraordinaire. Pour moi, ça fait partie, tu vois, si on avait une trousse de secours des cristaux, ça fait partie de la pierre à avoir et non pas sous forme polie, mais sous forme pierre brute. Ça, c'est la malachite. Amel, il y a une taille préconisée pour l'utilisation que tu viens d'en donner ou quelle que soit la taille, ça peut… Ça, c'est une bonne taille. Voilà, il faut que ça tienne dans la main.
Parce qu'en fait, la malachite, c'est une Entendu. pierre qui doit être, elle doit pas être trop petite. Elle doit vraiment pouvoir prendre, tu vois, par exemple, moi, quand je suis stressée, je la garde à la main. Tout à l'heure, comme l'a expliqué Aurore, et vous l'avez compris, je suis une hypersensible. Donc, ça m'arrive d'absorber des émotions. Quand je suis en consultation avec une personne, avec une cliente ou un client, j'ai souvent une malachite à la main, de manière à ce que toutes les émotions qui me sont déversées, je ne les absorbe pas, mais que la malachite fasse rempart entre moi et la personne. Donc, une taille correcte de main, tu vois. Ok. Pierre suivante. Pierre suivante, alors je ne sais pas si vous voyez bien avec les irisations de lumière, ça s'appelle une opale de feu. C'est quand même très beau. C'est très, 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 très beau. La pierre de l'opale de feu, on la retrouve essentiellement en Australie, au Mexique, Brésil, USA, Turquie, Guatemala et Honduras. Ce sont les pays dans lesquels on retrouve cette pierre. C'est une pierre de feu qui donne force, vitalité et courage, forcément opale de feu, comme le nom l'indique. Donc, elle a couleur feu. C'est une pierre de fortification. C'est une pierre qui favorise la circulation, qui favorise tout le système sanguin, effectivement. C'est une pierre de désir, alors dans les deux sens du terme, désir sexuel, et qui réveille le désir de vivre. Donc, c'est une pierre qui convient aux personnes apathiques, aux personnes trop cérébrales ou aux personnes dépressives, les personnes qui ont perdu le goût de la vie, qui ont perdu le feu intérieur, tu vois. C'est une pierre qui va réveiller leur feu intérieur. Et à la question, mais alors comment est-ce qu'ils peuvent procéder? Là, comme tu vois, celle-ci n'est pas du tout de la même taille que la malachite, en comparaison, d'accord? La différence entre les deux, c'est le prix, évidemment. Et l'opale de feu est une pierre assez rare. Donc, tu vois, ça, c'est la taille extra, et ça, c'est la taille habituelle. C'est tout petit. Donc, le tout petit, c'est ce qu'on trouve plus communément. Et ça, c'est un gros morceau d'opale de feu. Comme quoi, d'une pierre à l'autre, la différence de taille n'est pas la même. Mais la différence de taille, c'est l'homme qui l'a créé ou c'est toi, tu trouves un éclat, mettons, dans une roche, elle ressemble à ça, genre elle a cette forme-là déjà? C'est toi qui trouves l'éclat. C'est pas l'homme qui le crée. Ok, mais alors j'ai une autre question parce que c'est très étrange quand tu l'as montré au tout début, tu l'as mis dans un certain angle. Ouais, ça faisait penser vite fait à un escargot. Et je trouve ça très drôle parce que l'escargot en alchimie, c'est le feu. Donc je trouve ça très, en fait, très en lien, justement. C'est rigolo, hein? Mais celle-ci, Oui. voilà, c'est juste que celle-ci, elle est taillée, enfin, elle est coupée comme ça, et en fait, elle est totalement brute, elle n'est pas du tout ni taillée, ni D'accord, d'accord. Tu vois, il n'y a aucune régularité, J'essaye de la montrer correctement. Les opales de feu, il n'y en a aucune qui se ressemble. Elle est orange intense avec des couleurs feu à l'intérieur. Elle est vraiment très, 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 très belle. Pour moi, en fait, c'est un minéral aussi à avoir parce que quand on est de tempérament feu, par contre, c'est à ne pas porter parce que l'excès du feu tue le feu, évidemment. Mais quand on a un coup de mou, qu'on est très fatigué, c'est une pierre qui requinque assez rapidement. Alors, comment faire? Pareil, principe, on la met dans sa main, on referme le poignet et on ressent l'énergie circuler, traverser les méridiens et s'installer dans le corps. C'est une pierre qui va travailler au niveau du système digestif, tout ce qui touche à l'intestin grêle, assimilation et absorption intestinale des nutriments. Je vais vous partager une petite expérience. Nous avons des animaux à la maison. Quand je donne la coupelle d'eau, je mets toujours des opales de feu dedans et je m'amuse à mettre un bol d'eau où il n'y a rien, un bol d'eau où il y a des opales de feu et nos 3 chats et le chien vont toujours là où il y a les opales de feu. Pourquoi? Parce que comme je viens de vous le dire, c'est une pierre qui aide à l'absorption intestinale des nutriments et les animaux le savent naturellement. Ah oui, c'est toujours pareil. De toute façon, ils font toujours ça, les animaux. Ils vont toujours vers le bon truc de base. Voilà. Et c'est comme ça que tu sais si quelque chose vaut vraiment la peine. Et c'est exactement. Extraordinaire. Par contre, paradoxalement, elle a beau s'appeler pierre de feu, elle ne supporte pas le soleil parce qu'avec le soleil, elle perd tous ses éclats. Et elle ne supporte pas le dessèchement. Donc, c'est une pierre qu'il faut toujours mettre dans de l'eau. Donc, chez moi, elle est dans une coupelle où il y a toutes les opales de feu ensemble. Voilà, ça c'est pour l'opale de feu. Et là, je vais vous parler d'une autre pierre qui est tout le contraire de l'opale de feu, c'est l'aigue marine. Alors, tu vois l'aigue marine, la couleur?
c'est un vert clair, tu vois, Ouais, vert clair. c'est beau aussi. Hein. C'est très, très beau. Alors, l'aigle marine, on la retrouve à Madagascar, USA, Mexique, Brésil, Russie, Irlande, et elle porte différentes informations selon les traditions. Pour les bouddhistes, l'aigle marine, ça veut dire aqua marina, donc eau de mer, équilibre le yin et le yang. Pour les taoïstes, c'est une pierre qui travaille le méridien Rhin-Vessie. Pour les Celtes, et ça, je pense que ça va te plaire, c'est la pierre qui porte la matrice originelle de la vie. C'est cool. Ouais, je savais bien. C'est beau. Je savais que ça allait réagir. Au Moyen-Âge, elle était utilisée en Occident contre les maux des dents et elle était connue pour protéger les voyageurs et tous ceux qui allaient au-delà des mers. Bon, c'est la pierre pour les chrétiens, des mystiques et des prophètes. D'accord. Et ouais, ça, c'est une chose qu'il faut savoir. Les anciens chrétiens, je parle, hein, pas aujourd'hui. Hein. Et l'aigle marine apporte douceur et persévérance. Je l'aime beaucoup parce que c'est une pierre qui stimule la glande thyroïde. Elle aide à lutter contre tous les troubles de la gorge. Elle aide à dénouer les problèmes d'élocution et surtout tous les nœuds émotionnels que l'on peut avoir et qu'on n'arrive pas à exprimer. Donc, J'en veux une. J'en veux une. T'en veux une, hein? Ouais, j'en veux une, l'aigle marine. Voilà. C'est parfait pour Marina. moi. Pour la gorge, c'est parfait. Je la veux. Voilà. Et si je peux me permettre, choisissant une qui est brute et la mets sur un petit système, tu sais, pour porter autour avec comme un grillage, tu vois. En pendentif aussi, d'accord. Voilà, mais brute. Parce que plus la pierre est moins la pierre est travaillée, plus elle porte de vibrations. Par expérience, de ce que j'en ai observé. Hein. D'accord? C'est une pierre forcément qui ne peut que te plaire parce qu'elle favorise aussi l'expression artistique. Donc, tout ce que tu n'arrives pas à exprimer, elle va t'aider à le développer davantage. Tu avais aussi une huile essentielle à présenter, du coup, Amel? Oui, la marjolaine à coquille. Alors, la marjolaine à coquille, c'est l'huile essentielle, je dirais, pour la société d'aujourd'hui. Alors, son nom, c'est en latin Origanum majorana. Alors, en tant que descendante d'Égypte, forcément, je voulais vous la présenter parce que c'est une huile essentielle d'origine égyptienne. Hein. Elle a un spectre d'action large, mais elle agit sur le surmenage, les anxiétés, les angoisses, les émotions négatives, quand on subit des stress au travail et qu'on ne sait pas comment réagir parce qu'on ne peut pas tout le temps envoyer promener son patron, évidemment, quand on vit des hypertensions d'origine nerveuse, quand on vit une fatigue psychique, quand on a une insomnie, quand on a un sommeil agité ou quand on a une dépression ou déprime latente. Alors, comment faire avec cette huile essentielle dont vous avez compris le spectre principal est la psyché humaine? On applique une goutte sur un peu d'huile végétale en massage au niveau du plexus solaire pour le sommeil, juste avant de dormir. Une goutte, hein, ça suffit amplement. On l'applique de façon circulaire et dans l'autre sens, tu vois, sens des aiguilles d'une montre et dans le sens contraire, ce qu'on appelle le sens controrotatif, évidemment. Ça permet de détendre. Quand il y a une fatigue générale, parce que la journée a été longue, on a été surmené, les collègues, le patron, voilà, et qu'on a envie de se détendre l'esprit, le corps, la psyché et le reste, on applique une goutte d'huile essentielle dans 5 à 6 gouttes d'huile végétale et on l'applique tout le long de la colonne vertébrale en partant du haut vers le bas. Et ensuite, ce qui nous reste d'huile essentielle, on l'applique sur les voûtes plantaires pour agir en réflexologie sur tous les points du corps. Ça va agir au niveau de la fatigue générale. Pareillement, quand il y a des troubles cardiaques bénins, je dis bien bénins, comme palpitations, arythmies, parce qu'on a eu beaucoup de stress, hein, tu vois, et bien de la même manière, hein, on va en appliquer aussi au niveau de l'estomac, au niveau du cœur, et au niveau du cœur derrière, tu vois, pour être en corrélation de la zone hein, et couvrir et permettre à détendre. C'est vraiment un régulateur du système nerveux central parce qu'il contient de l'ester, du linalol et du terpène. Par contre, comme d'habitude, toutes les personnes qui ont des allergies, ce n'est pas bon, interdit aux enfants de moins de 7 ans, interdit aux femmes enceintes, aux femmes allaitantes, aux personnes épileptiques et ce genre de choses.
Donc voilà, ça ne se substitue à aucun traitement, mais ça peut compléter et apporter un véritable apaisement pour les personnes qui n'ont aucun trouble sérieux médical. Mais les pierres, c'est pour tout le monde, par contre. Les pierres, c'est pour tout le monde. C'est ça qui est extraordinaire. Il n'y a rien, il n'y a jamais eu d'effet négatif observé sur les pierres. Attention, il y a une pierre qui, elle, ne convient pas à tout le monde. Enfin, il y en a 2 ou 3 pour être exact, hein. Mais ça, c'est un autre sujet. La stibine, par exemple, qui contient de l'antimoine et qui contient du sulfure d'antimoine, c'est toxique. Donc, par contre, ça, c'est la seule pierre où quand on la touche, il faut aller se laver les mains après. Entendu, Amel. Merci. On te remercie. Et donc, pour ceux qui voudraient retrouver tous tes conseils, hein, tu as un site quantum.org. Vous retrouvez le lien dans la description. Dino, maintenant, on va parler de quoi avec notre ami Philippe ? Eh bien, pour finir avec Philippe, tu voulais nous parler, tu voulais rester dans le thème des artémisias, hein, tu en avais parlé l'autre fois un peu. Je rebondis sur ce que Amel elle a dit. En fait, la marjolaine à coquille, Origanum marjorana ou Origanum marjolenum pour toutes les qu'on dansait ensemble. En fait, l'origan est aux femmes ce que l'estragon est à l'homme. Je t'expliquerai pourquoi. L'origan est bon pour les femmes pour tout ce qui est, par exemple, le cancer du sein. Il est très préconisé. Et l'estragon, on va en reparler puisque c'est Artemisia draconculus, l'estragon, ce qui réveille le dragon. Donc, je vais t'expliquer après donc, pourquoi on l'appelle comme ça. Donc, les artémisias, il y en a plusieurs. Il y a l'Artemisia vulgaris, l'Artemisia annua, l'Artemisia verboticrum, l'Artemisia absinthium, l'absinthe que tu as parlé la dernière fois, l'Artemisia alba et l'Artemisia dragonculus. Donc, pour l'Artemisia vulgaris, on la préconise. C'est la seule d'ailleurs qui est comestible. Qu'on peut consommer en salade ou machin, mais à petite quantité, c'est toujours pareil, hein, c'est la quantité qui compte. Hein. On la préconise beaucoup pour les syndromes prémenstruels, règles douloureuses ou régulières ou peu abondantes, comme l'alchémia par exemple ou la sauge officinale. Donc, de façon modérée, on va la consommer. Toutes les autres, je déconseille de les consommer fortement. Comme l'Artemisia annua, elle est très efficace, elle est même très reconnue, je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, très reconnue pour éliminer les cellules cancéreuses, 96% des cellules cancéreuses en moins de 18 heures. Wow. Très reconnue, il faut l'assimiler à du fer pour qu'elle puisse faire plus d'effet. Okay. On la préconise aussi pour le système hépatique et le paludisme, celle-là. L'absinthe qu'on a parlé la dernière fois, l'Artemisia absinthium, celle-là, je la conseillerais plus pour les parasites style poux, puce, la teigne, les tiques, etc. Après, c'est vrai qu'elle est stimulante, elle est héménagogue comme toutes les autres. Alors, héménagogue, c'est-à-dire qu'elle stimule le flux sanguin. Voilà, pour les problèmes de douleur aussi. On peut l'utiliser, celle-là, je la conseille pour l'utiliser pour les problèmes irréguliers de règles. Parce que si tu en prends trop de celle-là, si elle monte au cerveau, tu ne redescends pas. On t'enferme dans l'asile et tu ne ressors pas, quoi. Ah bah. Donc, la verboticrum, celle-là, elle est un peu plus rare. Elle est conseillée pour le sommeil, mais il y en a plein de plantes que tu peux conseiller pour le sommeil, comme la valériane, le millepertuis, la passiflore, le coquelicot, le safran aussi. J'en ai fait la promo sur ma page Facebook. Et la lavande, bien sûr. Après, il y a l'Artemisia alba, qui est très peu connue. Celle-là, elle est tonique, digestive, calmante, fébrifuge, comme les autres. Hein. Et pour les vers intestinaux. Voilà, elle ne fait pas grand-chose, celle-là. Et on vient surtout sur ma préférée, c'est l'Artemisia draconculus, celle que je te parlais. Alors, pourquoi elle est bonne pour les hommes? C'est simple, parce qu'au niveau prostatique, elle est super efficace. Hein. Cancer de la prostate, pour ceux qui ont des problèmes prostatiques, tu fais un massage prostatique, en bas de la prostate avec de l'estragon, c'est super efficace, ça rebousse en fait la prostate, hein, il faut le savoir, elle est super efficace. Hein. Et même le professeur Jean-Pierre Willem, qui est très connu, la préconise. Tu peux regarder ses vidéos, il en parle très bien. Donc celle-là aussi, pareil, elle est fébrifuge, digestive, bon, pour les douleurs prémenstruelles, etc. Et même pour les sciatiques et tout ce que tu veux. Mais toutes ces plantes-là,
c'est toujours pareil, il faut les utiliser à petite dose. Je reviens toujours dessus. C'est très important, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc, c'est toujours demander des conseils à un spécialiste ou quelqu'un qui s'y connaît pour prendre telle et telle plante, pour tel et tel symptôme. Autrement, tu peux avoir des effets néfastes. J'en ai parlé la dernière fois à Antoine et je compte vraiment remettre ça dessus parce qu'il y a beaucoup qu'on m'appelle et à chaque fois on me dit oui, mais tu peux prendre ça. Je dis oui, mais ça dépend de ton corps, etc. Parce que ce qui te va à toi ne va pas forcément à moi. Oui, c'est sûr. Je remets toujours ça en avant. Ça peut vraiment, une plante peut te terrasser. Hein. Il faut vraiment le savoir. Elle peut être bénéfique pour toi et être néfaste à quelqu'un d'autre. Hein. Donc, c'est toujours demander conseil. Hein. Voilà. Moi, j'avais une question sur la dernière Artemisia. Tu disais, elle réveille le dragon. Alors, est-ce que tu sais si elle avait des vertus pour l'ésotérisme, par exemple? Je sais pas si… parce que je sais que dans l'ésotérisme, réveiller le dragon, c'est les énergies telluriques. Et, par exemple, terrasser le dragon, Saint-Michel qui terrasse le dragon, c'est Saint-Michel qui tombe sur les veines telluriques de la Terre. Et je me demandais si ça avait un rapport ou pas du tout. C'est moi qui part complètement en vrille là-dessus, je sais pas. Parce que je sais que réveiller le dragon, c'est réveiller le côté ésotérique et spirituel aussi de la personne. Alors, je sais pas, est-ce que cette plante, elle aurait cette vertu-là, par exemple? Oui et non. Il y en a un qui en parle dans son livre. Je ne me souviens plus de son nom. Il avait les cheveux blancs, une grande barbe. Comment il s'appelait ce gars-là? Et il a écrit un bouquin justement sur la sexualité sacrée et justement l'éveil du dragon ailé. Et c'est vrai que ça réveille la Kundalini. Et donc, c'est vrai que ça aide. C'est vrai que ça aide sur ce côté subtil. Hein. Ok, c'est cool. Sûrement que Jean-Pierre Willem a dû lire ce bouquin comme moi je l'ai lu et je l'ai même dans ma besace, qui est très 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 intéressant. D'accord. Eh bien, merci Philippe pour tous ces conseils. Voilà, vous pouvez retrouver toutes ces informations et tous les produits vendus par Philippe sur son site web www.plantalaros.com. Et puis, eh bien, on se retrouve du coup, messieurs, dames, la semaine prochaine, non, dans 2 semaines, pour un spécial Saint-Valentin. En tout cas, je sais qu'Amel va nous préparer quelques filtres d'amour ou quelque chose comme ça. Peut-être. Je ne dirai rien. Je vais travailler de concert avec Aurore, je le sens bien là. Bon, en tout cas, je vous fais des bisous à tous. Merci d'être restés jusqu'au bout et puis à très très bientôt sur Miasme TV. Ciao, ciao. Ciao, ciao tout le monde. Ciao. Un vieux canapé couleur tomate, une vieille armoire laquée noire, tous les vieux meubles de ta grand-mère me ensevelis sous la poussière. Un jour je finirai comme tout grinçant, tout poussiéreux. Un jour tu me remiseras comme tu l'as fait pour ta Skoda. Au garage, vieille épave, je dégage à la cave. Au placard, le tricard tout miteux, le costard. C'est sur l'amour t'aveugle, tu ne me vois plus, je suis un meuble. C'est sur l'amour t'aveugle, tu ne me vois plus, je suis un meuble. Une soirée comme les autres, tu rentres chez toi, tu te vautres dans ton transat allongé, tu me négliges, tu m'as snobé. Moi je suis comme une plante verte, je reste là, la bouche ouverte. J'attends que tu m'aperçoives, que tu me réchauffes de ta voix suave. Au garage, vieille épave, je dégage à la cave. Je ne suis qu'un guéridon laissé à l'abandon. C'est sur l'amour t'aveugle, tu ne me vois plus,
je suis un meuble. C'est sur l'amour dans ta vague. Tu ne me vois plus, je suis un meuble. Rien à faire. Ton cœur est de pierre. Je ne suis qu'un fantôme. Et toi, mon symptôme, c'est sur l'amour en ta vague. Tu ne me vois plus, je suis un meuble. C'est sur l'amour en ta vague. Tu ne me vois plus, je suis un meuble. Tu ne me vois plus, je suis un